L'école nous enseigne le culte de la vérité, le culte d'une tradition cartésienne, analytique. Le monde ne fonctionne pas comme ça. J'en veux beaucoup à l'expression art oratoire, OK. qu'on adore utiliser en France parce que on adore véhiculer en France l'idée selon laquelle c'est un talent, on l'a ou on l'a pas. C'est-à-dire que ce qui permet de réussir une bonne négociation simple ou complexe, et encore plus dans une négociation complexe, c'est de bien cerner les intérêts qui sont en jeu. Le meilleur argumentaire en négociation, c'est celui que la personne en face va pouvoir se réapproprier, recracher à son supérieur et dire: «Je crois que sur ce point, je l'aime pas spécialement, mais là, pour le coup, il a raison». La négociation, c'est la stratégie. La rhétorique et la dialectique, ça sera la tactique pour ce qui se passera en face à face. Ouais. Donc, je pense que le meilleur moyen de se former à la négociation, c'est de s'intéresser au monde, s'intéresser aux mécanismes, regarder, faire de l'observation sans cesse. Bienvenue dans Intelligence humaine. Dans cet épisode, j'ai reçu Charles Haroche pour une masterclass sur la rhétorique et la négociation. Parce qu'on a tous eu ce petit sentiment de frustration dans nos vies pendant une dispute, pendant une négociation au travail. À ce moment, on veut dire quelque chose, mais que ça vient pas, ça sort pas comme il faut. Et on y repense souvent avec pas mal de regrets plus tard sous la douche. En recevant Charles, j'ai voulu mieux comprendre comment on pouvait devenir meilleur en rhétorique, meilleur en négociation, tout simplement. Et pour le coup, j'ai pas été déçu. J'espère que vous le serez pas non plus. Si c'est la première fois que vous écoutez un épisode d'Intelligence humaine, n'hésitez pas à aller écouter la petite intro qui dure seulement 3 ou 4 minutes et qui vous permettra de mieux comprendre le cadre que je fixe pour ces discussions. Comme d'habitude, toutes les références de livres, d'auteurs, de créateurs qu'on mentionne pendant notre conversation, vous pouvez tout retrouver directement dans la description de l'épisode. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Bonjour Charles. Bonjour Thomas. Charles, tu es avocat de formation, devenu expert en communication stratégique. Tu accompagnes dirigeants et managers en négociation, gestion de crise, média training et communication institutionnelle. Tu es passionné par l'art de convaincre. Tu es aussi jury et formateur dans les concours d'éloquence comme ceux d'Assas, de Dauphine ou de l'ESSEC. Tu as enseigné ou tu enseignes, je crois, à Sciences Po Paris et à Paris 10 Nanterre dans le cadre du programme Eloquentia. Enfin, tu as aussi été coach dans l'émission Le Grand Oral de France 2. Tu es l'auteur de plusieurs ouvrages dont Briller à l'oral pour les nuls et Petit manuel de mauvaise foi. Tu es aussi fan de tennis, tu fais de la photo, tu es papa. Est-ce que j'oublie des choses? Non, voilà, c'est bon, je peux rentrer chez moi. OK, parfait. Peut-être pas, on va essayer de rester un peu ensemble. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai une question fil rouge pour cet épisode. Mmh. Tu me diras si tu es d'accord avec cette question, qui va être la suivante. Donc, Charles, demain, si une IA pouvait analyser instantanément les émotions, les biais cognitifs d'un interlocuteur pour suggérer les arguments et techniques de négociation les plus efficaces dans une négociation ou un débat, faudrait-il que cette activité soit encore réalisée par des humains? Si oui, pourquoi? Mmh. Je pense que la question a un biais en soi. C'est-à-dire que à partir du moment où on dit: «La machine, doit analyser les biais et donc trouver le meilleur argumentaire pour convaincre», donc dans le cas d'une négociation, bah, c'est qu'au fond, on part du principe que, il y a toujours un être humain qui doit prendre la décision derrière. Mmh. Alors, là, en fait, j'ai envie de te dire, si tu me dis que l'IA peut être capable d'analyser tous les biais cognitifs, trouver le meilleur argument, trouver dans les données quel est le prix juste, par exemple, quand on fait, une fusion-acquisition, et j'ai envie de te dire, heu, ce qu'il faut faire, c'est demander aux IA de se mettre d'accord entre elles. Mmh. C'est-à-dire que, à un moment donné, et c'est ça peut-être la question qui est vertigineuse, mais en fait on y répond assez facilement, la question vertigineuse, c'est l'IA serait-elle capable ou non de prendre les meilleures décisions? Et auquel cas est-ce que, bah, en fait on jette le paramètre humain à la poubelle? Et je pense qu'à partir du moment où ça sera toujours un être humain qui appuiera sur le bouton au bout d'un moment donné, l'IA sera un puissant allié, mais en fait on peut encore la court-circuiter. Mmh. On a encore une carte à jouer. OK.
Donc c'est pas un refus de la question, Mmh. je Ouais, le dis. je comprends. Je refuse pas la question. C'est-à-dire Mmh. que, si ce que tu me dis est vrai ou possible, je pense que par certains aspects, ça l'est déjà. Mmh mh. Quand même, on peut dire que déjà, le problème avec l'IA, c'est que dès qu'on dit quelque chose, 6 mois on dit, tel truc est impossible et 6 mois après, en fait, ça rentre dans notre quotidien. Et deuxièmement, il y a toujours un biais d'analyse. Là, pour le coup, c'est dans toutes les réponses que je veux donner, c'est presque un avertissement, oratoire par nature. C'est, j'ai conscience de mes propres biais et il faut éviter, dès qu'on parle d'IA, d'avoir ce côté biais du survivant, de dire: «Ça va toucher les autres, mais pas moi». En fait, j'en sais rien. C'est-à-dire que finalement, la position de bosser en 2025 pas si différente de celle que, j'avais quand je passais le bac, donc en 2005, donc il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'en 2005, des tas de métiers qui aujourd'hui sont des évidences, n'existaient tout simplement pas. Genre community manager, Mmh. ça n'existait pas. Analyse de données, ça n'existait pas. Quand vous étiez juriste, tout ce qui est protection des données personnelles, on était au balbutiement. Mmh. Donc aujourd'hui, heu, je balaye pas la question d'un revers de la main, je dis simplement, hem la question, elle va plus être du côté de celui qui prend la décision que de celui qui, prépare la négociation. Mmh. Ouais, ça va être plus sur enfin, justement, c'est ce thème-là que j'ai envie d'explorer, c'est où est la place de l'humain là-dedans? Mmh. À quel moment justement il faut le mettre? Sur quelles activités? Qu'est-ce qui est automatisable, qui peut être fait par des IA et finalement qu'est-ce qui doit rester fondamentalement, humain dans la prise de décision? Et donc c'est ça qu'on va essayer d'explorer un Ouais. peu ensemble aujourd'hui. Mais avant, peut-être on va essayer de faire un petit peu connaissance parce on ne se connaît pas. Mmh. Je t'ai complètement, prospecté, c'est un peu parler avec ce terme horrible sur LinkedIn parce que je trouvais ton parcours intéressant, ce que tu faisais, et ton expertise vraiment intéressante. Donc j'ai peut-être une première question pour toi. Comment est-ce qu'on devient expert en négociation et en art de convaincre? Heu, Ce qui est, intéressant avec la matière de la négociation et pareil avec, tout ce qui est l'oralité, la prise de parole, heu, on est au fond face à 2 compétences qui sont essentielles dans toute relation humaine et que personne ne nous enseigne. C'est-à-dire qu'à l'école, il y a aucun enseignement qui est consacré à la négociation, ça par nature, ça c'est Ouais, clair. Heu et même à la prise de parole, la parole, c'est, le véhicule qui nous permet de transmettre tout un tas d'informations et de connaissances, mais sur la rhétorique pure et dure, c'est une discipline qui n'est pas enseignée. mmh, Donc ce qui m'a intéressé, c'était de me rendre compte, au fond, hem, qu'à partir du moment où il y a une insuffisance dans l'enseignement, c'est qu'il y a un atout pour la suite. Donc je me suis intéressé dans mon parcours universitaire à la rhétorique parce que, bah, en fait, j'ai eu la chance tout simplement de faire des concours d'éloquence, des concours de plaidoirie. Il m'intéressait pas que l'aspect éloquence, mais l'aspect vraiment, plaidoirie, c'est-à-dire trouver l'argument juste qui va, à un moment donné, convaincre un faux jury que, en fait, la vérité judiciaire, elle est plus d'un côté que d'un autre. Et pour, continuer sur cet aspect approfondissement du manque d'enseignement, heu, je tiens à dire que même dans l'école d'avocat, il y a que 2 journées consacrées à la d'accord. question de l'oralité et de la négociation. C'est-à-dire que dans l'absolu, on pourrait se dire, on pourrait même se dire dans l'absolu, voilà, la plupart des procédures sont écrites, donc finalement la plaidoirie, c'est un exercice de moins en moins important. D'accord, mais enfin l'aspect négociation, c'est qu'on soit dans le conseil ou qu'on soit, même même faire une transaction pour éviter un procès, ça devrait être fondamental et pourtant c'est très peu enseigné. Et même quand c'est enseigné, c'est parfois mal enseigné. Donc comment on devient un expert? Tout simplement en s'intéressant à ce qui manque et ce qui manque dans nos enseignements. Et en fait, il y a rien de plus dramatique, il y a rien de plus triste, d'avoir les 2 scénarios possibles. C'est soit, vous êtes bon, légitime à parler sur un sujet parce que vous avez un super parcours, un super bagage universitaire et vous le faites pas parce qu'en fait, vous n'avez pas l'argument juste et vous n'avez pas le sentiment de légitimité au moment donné. Ça, c'est horrible. Et il y a l'autre aspect qui est tout aussi horrible, bah, c'est vous êtes mauvais, mais vous en sortez parce que vous avez du bagou. Mmh. Voilà, ça, c'est tout simplement ça, les 2 situations les plus, insupportables, je pense, qu'on et qui sont vraiment des injustices profondes Mmh. et qui sont en plus les plus facilement corrigeables. OK. Et il y a eu des déclics dans ton parcours, sur ce côté, Mmh. art de convaincre, négociation, il y avait un goût pour la rhétorique, évidemment, à un moment donné, mais est-ce que tu as eu, voilà, des événements marquants ou des choses qui t'ont fait te dire: «OK, ça c'est intéressant» ou justement, «Ça je me rends compte qu'on me l'a jamais appris et du coup j'ai envie d'y aller»?
Alors, il y a probablement alors je pourrais faire du storytelling facile en trouvant un événement clé, en disant: «Ah oui, c'est là où je me suis mis Ouais. à tout comprendre». Il y a pas de passage de l'ombre à la lumière, c'est-à-dire que c'est pas un interrupteur. Mmh. C'est des moments où, je pense, par chance, et par intuition, je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose. Ça, c'est clair que ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Il y a notamment dans la vie d'avocat, il y a toujours ce moment délicat, qui est celui où on se rend compte que la manière là, pour le coup, je vais faire un passage très juridico-juridique, même pire que ça, c'est vraiment juridico ju parcours de juriste en droit. Mais OK. je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se reconnaître là-dedans, c'est-à-dire, il y a ce moment où on se rend compte que la manière, avec laquelle on nous transmet le droit ne correspond en rien ou en pas grand-chose avec la réalité de la pratique du métier d'avocat. C'est-à-dire que j'étais, je peux le dire, un très bon étudiant en droit. C'est-à-dire que je lisais des doctrines, je passais des heures en bibliothèque, aller chercher, heu comprendre ce que le professeur machin, le professeur Trucmuche disait sur, la cause en droit des obligations, sur le cautionnement solidaire et cetera. Mais ce genre d'enseignement n'a aucun intérêt dans la pratique. C'est-à-dire que, c'est je me souviens de la première fois où comme, avocat, j'ai dû faire des notes pour des clients. Je leur citais des professeurs machin et cetera, et on pourrait dire ça, on pourrait dire ça et en fait, mes associés me reprenaient en disant: «Mais ils veulent juste savoir s'ils peuvent le faire, c'est ce que ça leur rapporte» et même parfois la question, c'est pas de savoir est-ce que c'est légalement possible, c'est juste est-ce que ça va me rapporter de l'argent? Est-ce que fiscalement c'est la solution la plus juste et Mmh cetera. mh. Ça, je me rendais compte que j'étais pas du tout armé là-dedans et c'est exactement pareil en négociation. En fait, l'école nous enseigne le culte de la vérité, le culte d'une tradition cartésienne, analytique. Le monde ne fonctionne pas comme ça. On prend nos décisions avec nos tripes, on prend souvent nos décisions avec des biais et on les prend même très souvent mal. Mmh. Le problème, c'est qu'il faut forcer des décisions. Donc c'est là où je pense que c'est un processus lent, il n'y a pas de date clé, heu, mais il y a eu une illumination de me rendre compte qu'il me manquait quelque chose. OK, ouais, je pense qu'on peut enfin, moi personnellement, en tout cas, je me sens complètement, je me reconnais complètement là-dedans. Je pense qu'il y a plein de situations de vie, même, personnelles Tout à ou, fait. professionnelles où tu sens que tu as envie de dire quelque chose, mais sous l'émotion, en fait, tu as pas les armes. D'ailleurs, il y a peut-être c'est un aspect qu'on va explorer, ce côté, gestion de l'émotion, parce qu'il y a à la fois avoir la technique et la rhétorique et la pratique de cette technique et de cette rhétorique pour pouvoir, la manipuler, dans l'instant. Et aussi le côté maîtrise de ses émotions pour être lucide sur la manière dont tu fais ça, Oui, il y a le en fait. côté avoir la tête froide, oui, Mmh. effectivement, ça, c'est essentiel. En fait, c'est pas parce que tu as dit que j'aimais le tennis, mais c'est toujours les analogies que j'utilise parce que c'est des analogies sportives et ça parle aux gens. Hem, la lucidité qu'on peut avoir en match au tennis dépend de, la capacité à avoir confiance dans sa propre technique. Moi, il y a un truc que je déteste quand j'entends les gens parler de tennis, c'est dire, «Ouais, le tennis, c'est un truc de mental» ou «Les Français ont pas le mental», ou «Tel joueur a perdu au mental». Ça veut rien dire parce que, par mental, on confond tellement de choses qui sont différentes. On confond, le le fait d'y croire, le fait de vouloir gagner et le fait d'avoir confiance dans ce qu'on peut faire. Lui, tous les joueurs veulent gagner. Je veux dire, sauf ça peut arriver peut-être dans certains cas quand on affronte Nadal et qu'on est 500e mondial de dire: «Bon, bah, je vais faire de mon mieux». Mais la réalité, Et encore. non, mais et encore, même on peut se dire: «Allez hop, je Mmh. tente ma chance». Mais la réalité, c'est que, le mental, c'est la capacité, même sous la pression, de faire confiance en sa propre capacité oratoire et la prise de parole, c'est exactement la même chose, et quand prise de parole et négociation, c'est en gros, on sait qu'on a raison, on sait qu'on a les bons arguments, on sait qu'on a le bon rationnel, mais c'est juste que parfois on peut être sidéré par un coup de mauvaise foi, un coup de pression ou un coup de fatigue, quand même le premier fournisseur officiel de conneries et bah, on se laisse submerger, on sort de là en se disant: «Comment j'ai pu me faire laver, comme ça?» Mmh. Voilà. C'est quoi, la négociation pour toi? La négociation, là je vais répondre de manière, très académique, c'est comment faire pour obtenir des autres ce que l'on veut, juste en utilisant des mots, si possible sans échange, mais pourquoi pas avec échange. La négociation, c'est construire de la valeur. La négociation, c'est, heu, permettre de, construire quelque chose ou asseoir, ça peut être la version un peu négative, asseoir une domination. En gros, c'est
se dire: «Je vais tenter d'obtenir, non pas par la violence, parfois par la force, qui sont 2 choses différentes, quelque chose d'autrui», tout simplement. OK. C'est une relation à la fois de pouvoir, à la fois de construction, ça peut être tout en un. Mmh. Et ce qui est étonnant dans la définition que j'en ai donnée, elle est pas si différente de celle de la rhétorique et de la négociation et de la, parole en général. Je dis juste, en fait, c'est une aparté, mais en fait, ce que je dis tout le temps à mes étudiants, il y a une erreur d'analyse qu'on commet très souvent en France, c'est que vous allez à la Fnac, vous allez à Beaubourg, vous allez dans n'importe quelle bibliothèque. Vous voulez un bouquin sur la négociation, ça va être, dans le rayon communication. Et en fait, je pense que c'est l'inverse. C'est toute communication est une négociation. Mmh. En fait, quand on parle, une prise de parole, c'est une négociation. C'est-à-dire qu'un homme politique, quand il fait un discours, il dit: «Si vous votez pour moi, en échange, je réaliserai ce programme». Mmh. Et c'est une transaction. Un prêtre, si vous réalisez des bonnes actions, vous irez au paradis et pas en enfer. Parce que je pars du principe que, finalement, vous préférez l'endroit où ça se passe bien plutôt que l'endroit où ça se passe mal. À partir du moment où on comprend ça, en fait, même la relation à la prise de parole change et on quitte peut-être le domaine qui est parfois stérile de l'éloquence pure, c'est-à-dire l'art de bien parler, à une logique d'efficacité, c'est comment je vais obtenir Mmh. ce que je veux juste en utilisant des mots. Mais est-ce que ça induit pas, ça, une logique d'affrontement dans toutes les relations interpersonnelles? Hem, je prends le temps de réfléchir, c'est pas pour créer un effet dramatique. Heu, il y a une logique d'affrontement, mais c'est la même qui fait le fameux thèse, antithèse, synthèse, par Mmh. exemple. C'est-à-dire que C'est dans une logique d'opposition de points de vue et d'idées voilà, plutôt que de, je fais passer, bah, finalement, ce que je veux obtenir ou voilà. ma vision du monde. Je peux te répondre de 2 manières. Je vais utiliser le «tu», même si c'est pas forcément le truc le plus naturel chez moi. Je peux répondre de 2 manières à cette question. Il y a 2 types d'affrontements et de la même manière qu'il y a 2 manières de voir la négociation. Il y a la négociation comme un outil de domination. Il faut un gagnant et il faut un perdant. C'est-à-dire, c'est typiquement, c'est la négociation dans The Art of the Deal de Donald Trump. Je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que c'est à la fois la plus intuitive, la plus primitive, qui est pas totalement inefficace, mais qui a quand même des limites monstrueuses. Mais c'est dire, bah, j'ai le plus gros marteau, je suis la première puissance, je vais te donner 100, tu vas me donner 100. Et soit tu acceptes, soit je t'écrase. Donc ça, c'est, bah, typiquement là, c'est affrontement, négociation, affrontement, Mmh mh. domination. Mais il peut y avoir une négociation raisonnée qui vise à construire quelque chose, mais qui passe tout simplement par réconcilier des points de vue qui sont opposés, mais pas contradictoires. Je m'explique. Vous mettez des partenaires sociaux dans une salle. Ça, une négociation, syndicale, c'est l'épreuve reine, c'est le 100 mètres olympique, c'est le truc le plus beau qui puisse exister. Mais dans une négociation syndicale, quand on met des gens du MEDEF et des gens de CGT dans la même pièce en disant: «Bah, il faut trouver, un moyen de rééquilibrer les retraites ou l'assurance chômage». Il y a un truc qui arrivera jamais, c'est qu'à la fin, le type de la CGT se dise: «En fait, vous savez quoi? J'ai réfléchi, 65 ans et la capitalisation, c'est merveilleux». Et de la même manière que l'autre, le MEDEF va pas se dire: «Attendez, vous savez quoi? Finalement, on va 60 ans parce que c'est trop dur de travailler jusqu'à bah» la seule question qu'on se pose, c'est: vous pensez pas la même chose, vous vous affrontez, mais il faut sauver un régime de retraite. Donc, faut qu'on trouve un point d'accord. Bah, il y a un affrontement, il y a des gens qui seront frustrés, c'est une part de frustration qu'il faut assumer, mais en revanche, bah, on va construire quand même quelque Mmh. chose. Il y a quand même beaucoup de choses qui fonctionnent sur le principe de: il y a un affrontement, mais on construit derrière. Mmh. Demander une augmentation. Très peu de patrons disent: «Franchement, vous savez quoi? Ça me fait plaisir». Mmh. Mais à un moment donné, la question qui va se poser, et c'est aussi ça où on en parlera peut-être, c'est quel est le bon levier qu'on utilise? Si vous êtes dans la confrontation pure et que vous dites, heu: «C'est ça où je m'en vais», C'est pas constructif. bah, c'est Il pas y a que pas c'est cette logique de, on va chercher l'idée d'après qui est finalement la synthèse des 2 points de vue. ouais, mais c'est pas que c'est pas constructif, c'est si vous dites, «C'est ça où je m'en vais», on va vous dire: «Bah, la porte est grande ouverte». Ouais. Et le problème, c'est que même ça, c'est pas bon pour le patron parce que, vous allez ressortir de là frustré, vous allez regarder des vidéos YouTube toute la journée et le patron, il va avoir un salarié improductif. Il se sera fait plaisir sur le moment, mais ça sera improductif. Tandis qu'en fait, la meilleure approche, c'est de dire, en tout cas, c'est ce qu'on va dire dans sa tête: «Il veut pas m'augmenter, moi je veux le plus d'argent possible, mais ce que je dois réussir à lui prouver, c'est que, c'est plus je suis augmenté, plus ma cible monte». Et donc en fait, tout le monde y gagne. Mmh. Si par exemple, ma rémunération est fixée sur, en gros, c'est, je dois faire, 4 fois mon chiffre pour avoir tel chiffre,
bah, en fait, plus je suis augmenté, plus ma cible augmente et en fait, je mets mon titre en jeu parce que si je suis pas bon, bah, vous allez me virer plus tard. Ouais, Mmh. c'est un peu comme ça qu'on peut voir les choses. Ouais, je vois. Mais c'est quand même une confrontation parce qu'en fait, le moment qui est pas très agréable et on se sent pas très bien dans son ventre, c'est quand on va franchir la porte pour dire: «Bah, bonjour, je veux une augmentation». Voilà. Ah, c'est intéressant parce en préparant l'épisode justement, je sentais qu'il y avait un peu cette dichotomie, cette dualité entre, bah, finalement ça peut être utilisé pour faire du mal, la négociation, mais tu y réponds, là en partie, c'est Mmh. que en fait non, c'est un outil et qu'utilisé correctement par les 2 parties, il peut être salvateur et mener à l'idée Oui. d'après, qui est constructive pour tout le monde en fait. Non, mais En tout cas, c'est la recherche du bon compromis, dans l'idée. oui, alors, compromis, il faut faire attention à ce mot, mais ça, j'y reviendrai peut-être plus tard, mais, comment dire? C'est exactement le même débat qu'il y a sur la parole et sur la rhétorique. Il date de 2500 ans, donc j'invente rien, mais en gros, hem, dans l'Antiquité, il y a ceux qui expliquaient que la rhétorique, c'est un peu dangereux, la démocratie, c'est pas terrible non plus parce que déjà en démocratie, les gens les plus bêtes peuvent dominer et 2 en rhétorique, on peut manipuler les gens. On va dire: «Oui, mais c'est un objet qui est pas immoral par nature, c'est amoral. On peut en faire le bien absolu comme le mal absolu». Mmh. La négociation, c'est pareil, on peut écraser les autres comme on peut, faire des accords de paix qui fonctionnent très bien. Mmh. Alors le meilleur moyen que je peux utiliser pour transmettre la négociation à mes étudiants, c'est de leur expliquer comment obtient un très bon accord de paix. C'est vous avez des exemples d'accords de paix qui durent parce que, regardez en Irlande du Nord, à un moment donné, on a vu que, si on fonctionne en termes de négociation de position, sauf à avoir des solutions absolument atroces de déplacement de population, on a un problème. C'est d'un côté, il y a des, Irlandais et des loyalistes qui veulent rester au Royaume-Uni, des unionistes qui veulent faire sécession, sauf qu'on ne peut pas contenter l'un sans décevoir l'autre. Donc il faut trouver quelque chose qui réconcilie les parties en disant: «Au fond, qu'est-ce que vous voulez?» Les gens veulent pas l'indépendance. L'indépendance, c'est une fiction. Ils veulent pas être loyalistes. Les loyalistes veulent une fiction. C'est une fiction aussi. Ils veulent qu'on respecte leurs identités propres. Donc si on leur dit: «Mais attendez, est-ce que vous êtes prêts à accepter, heu, qu'on vous laisse un certain nombre de places dans le parlement, comme ça on est sûr et certain que vous êtes représentés et que votre voix porte?» Ils disent: «Ouais, c'est d'accord, ça on veut bien». Et finalement ce qu'ils expriment, ce qui était souvent une pointe de l'iceberg, disparaît. Mmh. Mmh. Donc voilà, ça c'est mais il y a une logique quand même d'affrontement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Faire c'est valoir aussi son oui, son avis, sa vision du monde, bah, ce qu'on essaye de défendre. d'un point de vue très pratique, heu, Fisher et Ury qui étaient 2 profs d'Harvard, qui ont écrit toute leur vie sur la technique de négociation raisonnée, disaient qu'un premier round de négociation avait une vertu cathartique. C'est-à-dire qu'en gros, il faut que les gens crachent leurs morceaux. Enfin, me disent ce qu'ils ont dans le cœur. C'est pas très agréable, mais on est un peu obligé de passer par cet espace où d'affrontement, de déversoir, bah, c'est de votre faute si on n'arrive pas à respecter ce contrat, vous nous transmettez pas les informations et après on peut, par des questionnements stratégiques, faire comprendre qu'en fait, les choses sont plus compliquées qu'elles en ont l'air. Mmh mh. Mmh. Hem, c'est quoi tes meilleures anecdotes de négociation? Je sais pas si tu peux en partager, certaines. Là, peut-être une très réussie et une pas du tout réussie? Bon, alors le truc, c'est quand on est ancien avocat, c'est qu'on n'a pas en théorie c'est comme, quand on parle de la mafia, si on doit garder ses secrets dans sa tombe, bon, je suis pas censé en révéler. Non, ce que je peux raconter, hem, c'est des faux je vais dire un truc, c'est pas très sympa, mais, il y a des jours où je me suis bien amusé. Ouais. Heu, En fait, ce qui est assez marrant, c'est, là, pour le coup, je vais raconter une anecdote, c'est un ami qui me confie un dossier où vraiment c'est un truc, c'est pas un très gros enjeu, c'est quelques milliers d'euros, il me fait confiance et c'est un ami qui, objectivement, a merdé. C'est-à-dire qu'il a un site internet, où il a chopé une photo, sur Google. Il a pas vérifié s'il avait les droits, il l'a mis sur son site et puis, 1 ou 2 ans plus tard, bah, il y a, des personnes qui font ce qu'on appelle du copyright trolling, c'est-à-dire, ils sous-traitent, ça à une enseigne qui envoie des mails d'avocats en disant: «Bah, vous savez quoi? Vous nous devez de l'argent parce que c'est pas votre photo». Sauf que ce qu'il faut savoir, ça je donne le petit rationnel juridique, c'est que pour gagner dans ce type de dossier, c'est ce que la jurisprudence dit, il faut quand même que ça soit une photo originale. C'est-à-dire que si je prends une photo de la tour Eiffel de jour, dans la mesure où cette photo a été prise 1 milliard de fois, je peux pas dire c'est la photo du siècle.
Si je fais un truc recherché avec, je mets une actrice célèbre devant et tout, je la prends de telle manière, là, ça devient une œuvre originale et j'ai le droit à cette protection. Le truc, c'est que c'est des sites qui, jouent sur la peur, en fait, le fait qu'il y a écrit: «Merde, mais d'avocat, c'est un peu dangereux» et donc les gens crachent. Là, il me dit: «Tiens, est-ce que je dois payer?» Je fais: «Non, non, t'inquiète, tu me le files, je réponds». J'explique la jurisprudence et cetera et ce qui était très drôle, c'est, bah, j'ai l'avocat d'en face qui m'appelle et qui me dit: «Mais attendez, vous savez que vous allez vous faire écraser, que vous allez perdre, que vous allez verser entre 30 et 50 000 € et le truc, c'est que je me dis: «Mais expliquez-moi alors, comment ça va se passer? Comment vous allez gagner?» Et il m'explique, voilà, je sais que je vais obtenir ça. Je lui dis: «Mais c'est pas ce que dit telle jurisprudence» et à la fin, je lui pose une question et c'est marrant parce que dans une carrière d'avocat, il y a 2-3 moments comme ça qui font marrer parce qu'on les balade. C'est le moment où j'ai l'échange et je souris comme un gamin parce que je sais que de toute façon, je vais lui dire non. Je lui dis tout simplement: «Mais ce que vous m'expliquez, c'est que vous êtes sûr de gagner, vous êt sûr d'avoir 50 000 €. Pourquoi vous vous privez de cette chance, en fait? C'est pourquoi vous êtes tellement gentil que vous dites: «Ah maintenant je vais négocier pour obtenir 2 000 € tout de suite». Bah non, vous obtenez 50 000 € plus tard, dites à vos clients que c'est génial. Donc bah écoutez, on se reverra au tribunal et j'ai jamais été assigné. Parce qu'en fait, quand on met les gens face aux contradictions de leur discours, Mmh. j'ai envie de dire: «Mais si vous me dites que vous êtes sûr de gagner, mais foncez quoi, ça me faites pas de fleurs, soyez sympa». Si vous êtes soi-disant un requin, mais allez-y. Bah, voilà et de négociations ratées, bah, ça, c'est très simple. Alors là, pour le coup, je vais pas me je vais pas raconter tout, mais c'est Pas simple, le c'est nom du quand client. non, mais c'est très simple, c'est quand on bosse pas assez. Ouais, OK. C'est quand on arrive, pas suffisamment préparé, que, on finit par douter de soi-même, qu'on finit par regarder, dans des classeurs, transpirant, où est-ce qu'il y a le truc et surtout qu'on se laisse totalement balader par les questions. C'est des trucs qui arrivent jeunes, mais c'est quand, on soit on sous-estime ses capacités ou ce qui est peut-être pire, c'est quand on sous-estime l'adversaire. Mmh. Ça, c'est quelque chose que, ça m'est arrivé une fois, pas 2. Ça m'est arrivé en négociation où très honnêtement, c'est le truc horrible, mais j'étais dans un cabinet où il y avait des associés prestigieux, des anciens du barreau de New York, des anciens du barreau de Londres et cetera, donc on était dans des super locaux dans le 16e, donc on se sentait un peu, voilà, puissant. Heu, il y a l'avocat de province qui arrive, on se dit: «C'est bon, on va le balader» et en fait, le mec est bon. C'est sous-estimer l'adversaire, c'est probablement la plus grande erreur de négociation possible. OK, OK. Hem, Est-ce qu'on peut être naturellement doué pour convaincre? Tu parlais un peu tout à l'heure, d'un bagou naturel et Mmh. cetera. Qu'est-ce qui fait que est-ce que c'est quelque chose où il y a un talent naturel? Est-ce que ça se travaille? Les excellents négociateurs que tu as connus ou même toi dans ta pratique, où tu vois, est-ce que tu sens que tu as une prédisposition pour ça ou n'importe c'est à la portée de tout le monde finalement? Non, mais la question elle est très bien posée parce que on la réponse elle coule de source. C'est comme dans le chant. Il y a des personnes qui sont naturellement douées Mmh. dans le chant. Mais un don, si on ne travaille pas, soit ça meurt, soit ça atteint son plafond très rapidement. Hem, il y a des personnes qui sont naturellement douées, ils ont de la chance, les bonnes fées se sont penchées sur leur berceau, très bien. Mais après, au bout d'un moment donné, il faut, heu, perfectionner son art, comprendre de nouvelles techniques, s'intéresser à la matière et puis sans cesse, bah, là où pour le coup l'analogie avec le chant s'arrête, c'est-à-dire que les notes peuvent être tout le temps les mêmes, la chanson qu'on chantera tous les soirs sera tout le temps la même, le dossier, il sera jamais tout à fait le même. Donc Mmh. on est obligé de s'adapter en permanence, de trouver l'angle, le mot juste, l'argument juste, le bon chiffre et là pour le coup, Mmh. faut travailler. Là ça s'apprend et ça se travaille. OK. C'est-à-dire que personne peut dire: «Je suis le meilleur négociateur de l'histoire et j'ai terminé le bouquin, le jeu est terminé avec toutes les quêtes secondaires, c'est fini». C'est sans cesse, Ouais, on c'est est un en jeu train de infini, tu as toujours un nouveau dossier, une nouvelle situation à c'est ça, traiter. Mmh. c'est exactement ça et les nouveaux interlocuteurs aussi. Mmh. OK. Ça me fait penser à cette, si on aime bien les analogies tennis ici, à cette déclaration de McEnroe qui disait que, heu, finalement, on peut être un très bon joueur si on travaille très bien, mais qu'on a peu de talent. On peut être un très bon joueur, si, on a énormément de talent, mais qu'on travaille pas beaucoup. Mais les plus grands champions, c'est ceux qui combinent talent et Oui, travail acharné. oui, en fait, le côté sans effort, c'est un mythe et en fait, moi, j'en veux beaucoup à l'expression art oratoire.
OK. qu'on adore utiliser en France parce que, hem, on adore véhiculer en France l'idée selon laquelle c'est un talent, on l'a ou on l'a pas. En gros, on adore dire: «J'ai la tchatche, j'ai le brio», Mmh. en fait, tout ça, ça n'est que du travail et hem et ce qui est intéressant et je trouve que c'est pour ça que l'enseignement de la prise de parole est presque aussi important que la prise de parole en elle-même. Heu, Ceux qui sont bons gardent jalousement ce pouvoir et font croire que c'est un talent, parce qu'en fait, si c'est un talent, bah, je peux pas les rattraper. Tandis que si on dit: «Non, attends, tu seras peut-être pas le meilleur orateur du monde, mais enfin si tu fais juste cet effort de structure, tu mets tel argument, tel endroit, que simplifie un peu, te justifie pas trop», là, on double ses capacités et c'est déjà très bien. Mmh mh. Mais en fait, il y a plein de gens, ils ont pas intérêt à ce que ça se passe ainsi. Ouais. On a tous intérêt globalement que Mmh. les gens sa sachent lire et compter, ça, il y a pas de problème et qu'ils soient bons dans la persuasion, Mmh. c'est pas bon pour tout le monde. Ouais, Donc du OK. coup, on garde jalousement ce pouvoir. Est-ce que, c'est la même chose de, négocier le prix d'un appartement, d'une augmentation de salaire, d'un dossier d'avocat? Qu'est-ce qui est finalement immuable dans la négociation versus, le spécifique des situations? Hem, alors je pense que, quand on distingue négociation simple et négociation complexe, c'est-à-dire la négociation complexe, c'est celle qui fait intervenir beaucoup de paramètres en même temps, tandis que la négociation simple, on pourrait dire effectivement, c'est comme l'achat d'appartement, c'est-à-dire que, bah, il y a un prix, il y a un bien, la rencontre des volontés va se faire de manière, plus efficace. Heu, j'ai tendance à dire que ce qu'il y a de commun, c'est, les erreurs qu'on peut commettre sont les mêmes. C'est-à-dire que, foirer sa négociation, ça partira toujours du même principe, c'est, heu, manque de préparation, manque d'analyse sur ses propres objectifs. Qu'est-ce qu'on souhaiterait avoir? Qu'est-ce qu'on pourrait obtenir? Mauvaise analyse des faiblesses, des opportunités, des menaces et cetera et des erreurs de tempérament qui sont liées à soit au fait qu'on va être trop dur par nature, donc c'est-à-dire qu'on considère que le plus important c'est de gagner quoi qu'il en coûte, soit trop doux par nature, qu'on considère que le plus important c'est d'obtenir un accord et donc on va signer le premier truc venu parce qu'il ne faut pas trop faire de vagues Mmh. et à partir de là, heu, c'est de sous-estimer 2 facteurs qui seront toujours ceux qui vont permettre de commettre des erreurs. Bah, c'est la fatigue, l'overdose d'informations, la lâcheté. Mmh. En gros, c'est le moment donné où on lâche parce que il y en a Ouais, marre. ouais, OK. Et à partir de là, j'ai envie de dire que ce qui permet de réussir une bonne négociation simple ou complexe et encore plus dans une négociation complexe, c'est de bien cerner les intérêts qui sont en jeu. En fait, souvent, si vous voulez, il y a une différence fondamentale entre la négociation de position et la négociation raisonnée. La négociation de position, là, pour le coup, c'est, pause professorale, mais qui va te permettre de comprendre la suite. La négociation de position, c'est celle qu'on fait instinctivement depuis les dinosaures, en gros. Il y a un objet qui vous intéresse, vous dites: «Bah, je vais vous l'acheter 50 €», donc c'est une position que vous lancez et le vendeur qui lui a intérêt à gagner le plus d'argent possible va dire: «Ah non, c'est 100». Et à partir de là, c'est le jeu de donner et prendre. Bah, il y en a un qui va soit s'écraser, l'autre, ou au contraire, ça va casser, c'est-à-dire qu'il va dire: «Bon, bah, si c'est comme ça, pas de vente, ben, passez votre chemin». Et on va jouer ce jeu de menaces, de séduction, où la dernière offre sera jamais la dernière offre. C'est allez, c'est 70 et on n'en parle plus, 80 et c'est mon dernière offre et au final, on se retrouve à 95 et on a quasiment fait les 3/4 du chemin. En fait, la question, c'est le problème dans ce type de négociation, c'est comme on joue par des positions et qu'on part uniquement de ce qu'on exprime, bah, la réalité, c'est, on mesure le succès d'une négociation par rapport au chemin parcouru. C'est OK. en gros, si le vendeur vend un tapis à 100, qu'on en propose 50 et qu'on se retrouve à 75, l'acheteur il se dit: «Eh, je me suis bien démerdé. J'ai obtenu, -25». Et le vendeur, il va se dire: «Le mec, il sait pas qu'en gros, tu as 5 quoi. Il s'est fait avoir, rouler comme une, Ouais, il comme y un a un clope». peu condition de départ et chemin parcouru, il faut Exactement. que les 2 soient Par exemple, ce qui est intéressant, c'est je fais une mini aparté et après je reviens sur le mes rails. Ce qui est intéressant, c'est que Donald Trump, dans son livre The Art of the Deal, que j'ai lu, hein, que j'ai lu attentivement, qui est presque drôle tellement c'est caricatural, ça ne veut pas dire que c'est inefficace, encore une fois. C'est lui, il dit, quand vous faites une négociation, il faut, faire une première offre délirante.
C'est un effet d'ancrage. Mmh. C'est il dit: «J'achète un jet, je sais qu'il vaut, 15 000 000, je lui propose, 1 et comme ça, quand l'autre arrive à 5, il se dit: «Je lui ai fait faire 1 fois 5, mais je sais très bien qu'en fait, je l'ai roulé dans la farine». Alors probablement l'anecdote est fausse de A à Z, hein, ça je pense que le truc est inventé, de toute façon personne ne vérifie. Déjà, c'est même pas lui qui a écrit le bouquin, mais ça c'est un autre point. Et de 2, lui, il se dit: «Bah, comme il faut un gagnant et un perdant, j'ai l'histoire à raconter et c'est très bien». Lui, c'est quasiment la négociation performative. Bon, je reviens à mon fil. Souvent, dans la négociation complexe, il y a ce que les gens expriment, il y a les et donc ce qu'ils pensent vouloir obtenir et ce qu'ils pourraient avoir par ailleurs. C'est l'exemple que je prends tout le temps pour expliquer ça. Heu, je te bombarde d'avocats. Mmh. Moi, je suis une femme qui vient dans ton bureau en disant: «Je veux divorcer, mon mari est un salaud et je veux qu'il paye. Donc je veux un divorce pour faute». Heu, je te dis ça et puis en général 2 minutes après je te dis: «Ah oui, j'ai oublié de vous dire maître, j'ai rencontré quelqu'un, j'aimerais bien me remarier rapidement». En fait, la position que j'exprime, c'est: «Je veux qu'il paye, je veux un divorce pour faute». Non, je veux un divorce pour faute. Mais toi, comme tu es un bon avocat, tu dis: «Bah ouais, mais son intérêt profond, c'est si elle veut se remarier, heu, Ouais, divorce rapide, c'est il faut qu'elle ouais. divorce rapidement». Mmh. Mais il y a aussi un objet de reconnaissance dans ses intérêts, c'est Mmh. elle veut qu'on respecte son identité, son parcours, son bien-être, sa maîtrise du destin. Si je lui dis: «Bah non, il faut faire un divorce par consentement mutuel» et il va dire: «Bah, tu rien compris, je vais voir un autre avocat». Donc ce que je vais faire, c'est que je vais trouver une solution nouvelle. Trouver un truc qui objectivement permet de Mmh. satisfaire cet intérêt. Bah, donc je vais appeler l'avocat d'en face et lui dire: «Bon, est-ce qu'on peut faire un divorce par consentement mutuel?» mais dans le préambule, on va dire: «Je reconnais qu'il y a une faute». Mmh. Ah, ouais, c'est comme ça, il y a un papier qu'elle pourra montrer à tout le monde en disant, «Il a pas été gentil» ou alors garder pour elle. Ouais. C'est son choix. Mais en gros, c'est trouver quelque chose qui concilie des intérêts qui sont opposés mais pas OK. contradictoires. Tu veux acheter le plus tu veux vendre le plus cher, je veux acheter le moins cher, mais tu sais quoi? On a quand même tous intérêt à ce qu'une vente se fasse. C'est ça, en fait, l'idée. Mmh mh. Dans tout ce que tu me dis là, il y a le côté, vraiment préparation de la négociation, de l'argumentaire. J'ai presque l'impression, aussi dans le travail que tu fais sûrement avec tes clients et Mmh. toi, en tant qu'avocat, il y a ce côté, je prends un dossier, j'en fais le tour, j'essaie de trouver toutes les objections possibles et je me prépare vis-à-vis de ces objections. Mmh. Donc ça, il y a cet aspect-là dans la négociation. Est-ce que, finalement, enfin, quelle est la différence et comment est-ce que tu maîtrises ce côté art de la rhétorique en direct, tu vois? Est-ce que, tu peux aussi devenir très bon sur ce côté en live, en fait, de réussir à reconnaître une stratégie, sans avoir forcément fait cette préparation? Je pense à des débats politiques, mais les débats politiques maintenant, ils sont ultra préparés, justement à ce genre d'exercice, Mmh. avec quelqu'un qui les prépare, bah, potentiellement comme toi. Mmh. Et est-ce que ouais, tu peux aussi avoir et là, peut-être qu'on bascule dans l'art, ce côté, improvisation, en tout cas maîtrise de cette compétence-là. Alors bon, malheureusement, j'aimerais que les personnels politiques soient aussi bien préparés qu'on le pense. Ouais. Je pense que la préparation déjà se voit trop, c'est peut-être le problème. Si on compare avec les États-Unis, bon, les questions de budget sont aussi, évidemment, présentes parce que les en France, tout est plafonné, c'est pas le cas aux États-Unis. Heu, c'est un autre sujet. Bon, sur la négociation, ce qui est intéressant, c'est, là, pour le coup, je le dis à mes clients, c'est je fais preuve de duplicité, hein. On va pas, je le dis clairement. Dans le sens où je transmets la négociation raisonnée, c'est-à-dire la méthode pure, VEL, c'est comme ça qu'on fait les accords de paix, c'est comme ça qu'on fait des belles choses et cetera. Mais je leur dis: «Bon, le problème, c'est quand vous êtes en face à face, ça reste quand même une histoire de il faut quand même obtenir la décision». C'est-à-dire pour les derniers mètres, bah, parfois, il va falloir se saillir les mains et et faire un peu de mauvaise foi. Donc, en gros, sur ta question, ce que j'ai envie de te répondre, c'est la rhétorique, la dialectique, c'est ce qui va permettre, par exemple, dans un raisonnement adverse, de cerner la contradiction et de mettre la personne en situation, soit de faute, soit de doute, Mmh. soit de culpabilité et c'est là où on en revient à cette dimension qui est fondamentale en négociation comme en rhétorique, c'est ça n'est au final qu'une question de personne. C'est-à-dire que la négociation, en fait, là, je ne sais pas si on voit à la caméra, mais il y a le bouquin d'Harari qui est intéressant parce que
Harari, c'est finalement une note de synthèse géante. Sapiens pour ceux Voilà. qui n'ont pas l'image. Ce qui est marrant avec Sapiens, c'est que c'est un bouquin qui est à la fois intéressant et qui a une petite limite. C'est dans le sens où c'est une note de synthèse géante de tout ce qui se dit autour de la parole, de l'évolution, etc. Bon, il y a quand même un truc qui est rappelé qui est essentiel, c'est que au fond, quand on négocie, par exemple, je prends deux sociétés au hasard, pour le coup, je vais reprendre vraiment, comme ça vous saurez pour qui je ne travaille pas, donc ça sera, je prends deux sociétés. Si vous dites, voilà, il y a un contrat entre Decathlon et un fournisseur de chaussures, ça c'est une fiction. Decathlon, ça n'existe pas. C'est-à-dire que ça n'existe que dans notre tête. C'est-à-dire que je ne peux pas le rencontrer, c'est la blague des avocats publicistes, et je ne peux pas déjeuner avec une personne morale. Mais la réalité, c'est que pourtant, on est tous d'accord pour dire que je peux acheter des actions Decathlon, je peux le poursuivre en justice, il peut m'embaucher, etc. Si je négocie dans le cadre de négociations de fourniture, ça sera toi représentant Decathlon, moi représentant de ma marque, et on va se rencontrer en vrai. Et en fait, il y a un moment donné, je vais essayer de jouer sur le fait que soit tu es fatigué, soit tu es content, soit tu es anxieux, soit tu as peur pour ton boulot, soit au contraire tu es super confiant, et pour essayer de trouver des leviers de persuasion. Et je vais essayer de mettre en difficulté, je vais essayer de mettre en doute. Et souvent, l'objectif, comprendre les questions de personne, ça veut dire quoi? C'est de se dire que, et ça pour le coup, j'y crois fondamentalement, c'est le meilleur argumentaire en négociation, c'est celui que la personne en face va pouvoir se réapproprier, recracher à son supérieur et dire: «Je crois que sur ce point, je l'aime pas spécialement, mais là pour le coup, il a raison». Mmh. Si on arrive à transmettre l'argumentaire clé en main, là on est bon. OK. D'ailleurs, c'est pour ça que On est sur le logos là, à ce moment-là, j'utilise la logique et j'arrive à convaincre mon propre, c'est pas que pas du logo, forcément? c'est pas que du logos pur. D'accord. En fait, alors, prenons un détour par Amos Tversky et Daniel Kahneman sur les travaux de biais dans la théorie des perspectives. Alors, OK. ils ont eu le prix Nobel d'économie pour ces travaux sans avoir fait une minute d'économie, c'est des psychologues à la base. Vous faites l'expérience suivante. Et c'est comme ça, en fait, parfois que je résume un peu le sens de ce que je fais. Euh, En gros, la théorie des perspectives, c'est prendre en compte un biais fondamental qui est que les individus aiment bien gagner, mais surtout ils détestent perdre. Et en fait, si vous êtes médecin et que vous devez convaincre un patient de faire une opération, déjà vous êtes un bon médecin, vous regardez quand même les études et vous vous dites: «Bah, tiens, c'est bien, l'opération elle est très bien, il y a 95 de pardon, on va même dire 98 de chances de réussite». La question, c'est quelle phrase vous dites au patient pour qu'il fasse l'opération? C'est est-ce que vous lui dites, «Vous pouvez aller les yeux fermés, Charles, taux de réussite est excellentissime, 90%», ou est-ce que vous allez lui dire, «Bon, je préfère vous prévenir, en revanche, dans 2% des cas, le patient va sur la table d'opération». Si vous dites la deuxième phrase, je ne la fais pas l'opération. Mais c'est le même logos. Et en fait, là c'est aparté rhétorique, négociation, mais qui est fondamental. Notre manière, et ça j'ai mis beaucoup de temps avant de le comprendre, mais notre manière très cartésienne de voir les choses, notre passion pour le classement et passion pour la classification fait que quand on dit par exemple ethos, pathos, logos, 3 leviers de persuasion, on a l'impression c'est 3 blocs indépendants. Là, il faut que je fasse un argument rationnel, là, il faut que je fasse un argument émotionnel, etc. En fait, les 3 fonctionnent ensemble. En Pour moi, effet, j'avais encore moi cette, typiquement quand j'essaye de structurer, maintenant des posts LinkedIn ou des textes ou des essais, j'essaie toujours de me dire: «Quel paragraphe je vais mettre du logos, de» alors peut-être qu'on peut rappeler aussi pour les auditeurs, très rapidement, non, ce que les 3 signifient, mais c'est très simple, c'est-à-dire il y a 2500 ans, les Grecs théorisent l'art de la persuasion et Aristote, en gros, dit que pour convaincre, il faut jouer sur 3 leviers. Le levier de la raison, des faits, l'argumentation pure et dure, la structure, c'est ce qu'on appelle le logos. C'est carré, en gros. Si je dois vous convaincre de vous faire vacciner contre n'importe quelle maladie, en gros, le premier truc que je vais dire, c'est mon vaccin est efficace à 95% contre les formes graves de la maladie. Mais en fait, je le sais, et d'ailleurs tout le monde le sait, qu'au bout de 3 secondes, ça va pas suffire. Il faut que j'utilise un truc en plus. Et donc, je vais utiliser des leviers émotionnels et c'est ce qu'on appelle le pathos. C'est-à-dire que je vais jouer sur le sens des valeurs, le sens des responsabilités, l'appel à l'histoire, le fait que dans une société, on la joue collective, donc chacun doit prendre sa part à l'effort. Je vais jouer sur du storytelling, jouer sur des émotions pures. Et puis, je vais faire appel à 2 sentiments, pour reprendre Kalman-Tversky, qui sont le doute et la culpabilité. Excusez-moi, mais qu'est-ce qui se passe si jamais on se trompe? Voilà, c'est le truc qui, grâce au rationnel, c'est en gros, vous allez donner le sucre rapide
pour que tous les éléments, les protéines, je suis nul en médecine, mais en gros, pour que ça passe, vous allez donner envie grâce au sucre. Vous allez obtenir la décision. Et tout ça n'est rien si vous n'avez pas la crédibilité. Et en fait, en négociation comme en rhétorique, avec une différence qui va être plutôt l'avantage des négociateurs que j'ai exposé ici après, un petit peu plus loin, c'est que bah, pour que ça marche, il faut être crédible et digne de confiance. Ça, c'est ce que les Grecs appelaient l'éthos. Et en fait, une des données fondamentales, mais ça nous embarquerait très loin, c'est qu'en la matière, au fond, quand on écoute un débat, et même quand on écoute une négociation, on s'intéresse davantage à la question de savoir si l'interlocuteur est crédible et digne de confiance davantage que la question de savoir s'il a raison. Déjà, parce que la plupart du temps, Mmh. on n'a pas moyen de savoir qui a raison. Bien, même s'il a raison, on va essayer de le décrédibiliser C'est pour ça. rendre tout le reste de l'argumentaire, Mais même, caduc. pour le coup, plaçons-nous pas dans le poste, la peau du co-débatteur, c'est-à-dire la personne, Mmh mh. discute réchauffement climatique. Moi, je suis pour un plan A pour limiter 1,5 degré, l'autre propose un plan B pour limiter 1,5 degré, donc on a le même objectif, on va dire ça. OK. Donc on se rentre dedans parce qu'en fait, fondamentalement, alors je prends un exemple, il y en a un qui est pro-nucléaire, l'autre anti. Bon, hop, on met ça de côté. Moi, je me place dans la peau du spectateur qui regarde ça. Moi, j'étais nul en sciences, j'ai aucun moyen de savoir qui a raison. Mmh. Mais comme j'ai beaucoup d'ego, enfin, ça, comme j'ai beaucoup d'ego, enfin, pardon, c'est pas moi personnellement, on comprend l'idée. J'ai Mais comme je suis un spectateur qui a de l'ego, en fait, je vais me dire, tiens, je vais aller vers un tel parce qu'il a le meilleur contre-argument, la meilleure punchline, etc. Mmh. C'est par exemple le succès d'un Jean Covici. Mmh. Je regarde ses vidéos, juste à un moment donné, il faut avoir l'éclair de lucidité de dire, «Ouais, c'est bien exprimé, mais enfin, je sais pas s'il a raison. Ça se trouve, le Mmh. mec me balade complètement, j'en sais rien». Ouais. La différence avec la négociation, c'est que cette dimension de crédibilité, elle reste fondamentale, mais on peut s'en sortir même en n'étant pas crédible. Parce que parfois, la stratégie de l'escroc, du mec à qui on peut, ça peut être utile quelque part. C'est aussi horrible que ça puisse paraître. Mmh. OK. Parce que même parfois, la magie aussi de l'éthos, c'est que vous pouvez arriver avec quelqu'un qui vous dit, «Je suis un salaud, mais moi je vous le dis au moins». Oui, c'est le truc un peu qu'on retourne le truc. Moi, je suis très honnête parce que je suis capable de Et vous dire donc dans ce cas-là, la stratégie, c'est: «OK, le gars, c'est un salaud, mais en fait, il est intelligent, donc on rentre dans une négociation où on a quand même posé une forme de cadre, en fait». alors, par C'est ça que exemple, tu il y a ce que Nixon avait mmh. théorisé, alors lui, il s'en est défendu bien après, mais peu importe, comme la stratégie du fou en négociation. C'est-à-dire, il aurait dit à Kissinger, dans le cadre de négociations sur le Vietnam et le Cambodge: «Dites à vos interlocuteurs, je crois que Nixon est fou, il parle en privé d'utiliser la bombe atomique, il est complètement starbos, donc je le contrôle même pas». Et ça fait dire qu'on en face, il faudra peut-être lâcher du lest parce qu'effectivement, manifestement, même chez eux, ça a l'air d'être un peu bancal. Ça, je peux vous dire que ça, pour le coup, c'est un truc que j'ai déjà expérimenté comme avocat, ça marche très bien. OK. C'est-à-dire d'appeler le confrère en disant: «Je vous dis, mon client ne sait même pas, que je vous appelle», clin d'œil, je vous dis tout de suite, je sais qu'on va perdre, il y a pas de problème, mais il en fait une question de principe, il veut aller en cassation, il ira devant la CEDH, il est complètement starbos, il dit: «Je peux mettre de l'argent limité, donc franchement, moi j'ai envie qu'on arrête». Voilà et voilà, ça existe OK. et ça, on peut retourner, Ça, c'est très bon. Je prends en note. Et donc ce que tu disais tout à l'heure pour raccrocher sur notre, idée initiale, c'est que, heu, ethos, logos, pathos, ça marche le mieux finalement quand c'est exercé, simultanément. oui, c'est ça. OK. Oui, Mmh. ça n'est que ça. Mmh mh. Heu, En fait, souvent aussi notre erreur analytique, en négociation, comme en parole, hem, ça va être en rhétorique de beaucoup justifier, d'avoir un schéma très analytique, très cartésien. On va tartiner des caisses pour dire: «Voilà pourquoi je pense avoir raison». Déjà, «je pense avoir raison», c'est toujours un Mmh. peu merdique parce qu'on dit: «Bah oui, moi j'ai le droit de penser l'inverse». Et ça va laisser à l'interlocuteur la possibilité de choper peut-être la faille, le moment où on va dire: «Ah, je suis globalement satisfait». Bah, ça veut dire quoi globalement? Et là, on va tirer la pelote et on va essayer de pousser l'autre vers la faute. Donc ça, c'est trop de justification et en négociation, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on va soit trop en dire, soit refuser, soit trop exposer son jeu et c'est l'autre qui va ensuite
Et c'est Déconstruire et c'est ça. trouver les contre-arguments, ouais. C'est par exemple, l'une des questions éternelles, ça me permet de faire une digression sur une question éternelle en négociation, c'est qui fait la première offre? C'est-à-dire qu'il y a rien de pire en négociation, que ce moment où les gens se regardent au chien de faïence en disant: «Balançons un chiffre». Et par exemple, la phrase qui doit, être une sorte de red flag dans une négociation, c'est quand l'autre avance en disant: «Bon, qu'est-ce que vous avez à nous proposer? Est-ce que vous avez un chiffre?» En fait, on sait et d'ailleurs on voit, mais que c'est l'éléphant dans la pièce que vous êtes mal à l'aise parce que vous dites: «En fait, dès que je veux balancer un chiffre, ça va être l'ancrage de la négociation et il va demander beaucoup plus». Et en fait, il faut tout simplement répondre, c'est: «Je pourrais vous donner un chiffre, mais en fait, c'est pas comme ça qu'on va faire». C'est la question, c'est le bon chiffre, c'est celui qui permettra à la société, de tenir ses objectifs l'année prochaine, tout en permettant d'avoir aux salariés d'avoir une augmentation qui soit justifiée. Ça, c'est Mmh. quand on fait des NAO, par exemple. Ah, on pose les conditions de l'ancrage finalement. Ouais, Oui, on quelles pose sont de les critères ouais. objectifs Mmh. qui permettront d'avoir une solution qui réconcilie des objectifs qui sont antagonistes, mais pas contradictoires. OK. C'est, de toute façon, il faut une alors, exemple des NAO, des négociations annuelles obligatoires, c'est ça, c'est, si je vous fais le parce que ça, j'adore faire ça parce que quand les gens viennent avec moi, qui 8h30, qui sont fatigués, je les balade parce que je leur pose des questions, à la dure et ils sont à voir. C'est-à-dire, bon, on parle des NAO, c'est, qu'est-ce que vous avez prévu pour les salariés? L'inflation est à 10. Est-ce que, vous pouvez me garantir que ça sera au moins aux Les NAO, c'est quoi juste pour négociations annuelles obligatoires? C'est dans les OK. grandes D'accord. entreprises et c'est les syndicats qui font les grandes OK. négociations des grilles de salaire. Si vous commencez comme ça et que vous êtes le syndicat et que vous baladez votre, interlocuteur en disant, «Est-ce que vous pouvez vous engager à ce que ça prenne l'inflation?» Lui, parfois, par réflexe défensif, au début, il va dire: «Ça, je peux pas vous répondre tout de suite». Il fait: «Non, mais vous pouvez donner un ordre de grandeur» et au bout d'un moment donné, quand on fait comme le petit chaperon rouge et qu'on Sur la creuse, plusieurs fois, c'est ouais. au bout d'un moment donné, la personne, c'est les 3 petits cochons, là, ne Ouais. le c'est pas grave. C'est au bout d'un moment donné, la personne va vous dire: «Oui, ça sera aux alentours de l'inflation». Ah, vous dites: «C'est génial, c'est Noël avant l'heure». Vous dites: «Donc l'inflation, l'inflation, vous allez dans les supermarchés, c'est 10 Enfin: «Ah non, l'INSEE dit ça». Non, mais la vraie inflation. Et là, tout d'un coup, la personne sent qu'il s'est fait avoir parce que à partir du moment où on répond aux questions qui sont posées, c'est pas bon. Ouais. Il faut fixer le cadre, faut être le leader de l'échange. Mmh mh. C'est là, en fait, vous voyez la stratégie rejoint la tactique. Moi, ce que je dis, si je peux le résumer ainsi, c'est, heu, la négociation, c'est la stratégie. La rhétorique et la dialectique, ça sera la tactique pour ce qui se passera en face à face. Ouais. OK. Vous gagnerez jamais une D'accord. négociation avec un manuel de Ouais. négociation Avec le manuel apporté, de rhétorique, ouais. «Bonjour, alors j'ai regardé le manuel et voilà comment ça se passe». C'est en Voilà, revanche fais de la stratégie, donc je réponds ça en mode playbook, ouais, ça fonctionnera pas comme ça. en revanche, Mmh. ce qui peut marcher, c'est, si vous avez le sentiment de légitimité tiré du travail, tiré de votre préparation et que vous êtes capable de dire: «Là, ce que vous me proposez, je le vois gros comme une maison, vous essayez d'obtenir un chiffre de moi et en fait, ça va être l'ancrage et on va pas y arriver parce que je vous dirai non et ça va créer de la tension», bah, on va pas fonctionner comme ça. Ouais. C'est les questions, c'est il faut un chiffre et ce chiffre, ça peut être celui qui et cetera. Créer des critères objectifs, c'est comme ça qu'on fait une négociation réussie, avec des accords durables qui durent dans le temps. Je reprends l'exemple des accords du Vendredi saint sur l'Irlande du Nord. Ouais. Ça fait depuis bientôt 40 ans que le truc tient super bien. C'est comme ça qu'on obtient des accords durables. Et si vous êtes cynique, ce qui, je suis sûr, n'arrivera jamais aux auditeurs d'un podcast, mais vous pouvez vous dire: «Je vais imposer des critères objectifs qui, comme par hasard, vont avec l'objectif que mes patrons m'ont donné». Ouais. Et Ça, c'est ce que j'allais dire, imaginons qu'on tire le trait et qu'on a 2 négociateurs qui sont, excellents mmh, et du coup, en préambule de la négociation, il y a cette bataille pour fixer le cadre et chacun finalement essaye de fixer un oui. cadre qui lui convient pour dérouler derrière sa stratégie. Est-ce qu'on peut aussi rentrer dans quelque chose qui va devenir contre-productif? Bon après c'est peut-être là où le fait que ce soit des personnes va jouer et en tout cas j'ai l'impression qu'on décale presque la négociation sur le fait de fixer un cadre. Bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est, il y a un phénomène que j'ai vu à plusieurs reprises dans, les rachats de sociétés. Les rachats de sociétés, c'est devenu un cérémonial bien rodé où, des avocats d'une boîte et des comptables d'une boîte vont lire tous les rapports, et faire des data rooms, étudier, en gros, quand on achète une boîte, est-ce que ça vaut le coup? Pour en fixer une valeur. C'est-à-dire que
faut regarder les chiffres d'affaires, faut regarder les trucs dans EBITDA, les données, est-ce qu'il y a des procès, est-ce qu'il y a des casseroles, est-ce que la marque a de la valeur, etc. Et à la fin, on dit, bon, bah voilà, je vous en propose tant. Parce qu'objectivement, c'est ce que ça vaut. Ça, c'est ce qui fixe des critères objectifs. Et parfois, ce qui décale le truc, c'est que celui qui vend, il dit, mais vous êtes gentil, mais non, c'est plus. C'est en gros, c'est à la fin, ça redevient une position dans les derniers mètres Mmh. où la personne va dire, bah, vous savez quoi, on va faire comme les dinosaures. Comme du temps des dinosaures, c'est-à-dire, si tu veux ce truc, tu le veux vraiment, donc ce truc a de la valeur. Puisque ça a de la valeur, tu vas cracher. C'est comme ça, en fait, que ça se passe. C'est, pour donner un récit de quelque chose qui m'est arrivé comme avocat, euh, par exemple, quand vous mettez fin à un bail de manière abrupte, vous devez donner ce qui s'appelle une indemnité d'éviction. Et je me souviens d'un cas que j'avais eu quand j'étais du coup jeune avocat. Un client va se faire virer. Et en fait, l'indemnité d'éviction, c'est toujours fixé selon des critères jurisprudentiels précis. Le problème, c'est que les gens d'en face voulaient que ça se passe vite parce qu'ils voulaient démolir le lieu pour en faire un hôtel flambant neuf. Et le truc, c'est que bah, forcément, j'ai fait le truc de dire, OK, vous avez la jurisprudence, très bien, mais je vous apprends un truc, c'est que mon client, il partira pas. C'est-à-dire que, et même si il a plus de bail, il va attendre l'expulsion, il va rester. Et j'avais fait un coup de bluff. Et pour le coup, c'est l'un des trucs dont j'étais le plus fier, c'est euh, ils avaient mis le petit panneau pour dire que les travaux allaient bientôt commencer. Et je leur ai dit, oui, bonjour confrère, est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que c'est à la mairie de tel endroit ou de tel endroit que je peux aller consulter le dossier administratif? Et là, quand j'ai dit ça, ils se sont dit, oh non, ils vont contester le permis. Oh, ça a l'air d'être des casse-pieds, là, vas-y, je crache. Et là, on a obtenu un chiffre qui n'avait rien à voir avec les Ouais, critères OK. objectifs parce qu'en fait, on crée des critères objectifs. Mmh. Mmh mh. Le temps et l'énergie que vous êtes prêt à consacrer à un plaider un dossier euh, que vous savez gagnable d'avance, mais où ça vaut pas le coup, quoi. Mmh mh. Voilà. Génial. On va parler un peu d'IA Mm. maintenant. Peut-être une 1re question, pour entrer un peu dans le cœur du sujet maintenant qu'on a bien posé le cadre, entre négociation, art de la rhétorique et cetera. Qu'est-ce que ça change pour toi aujourd'hui, l'arrivée de l'IA? Alors peut-être que tu as de plusieurs facettes. Est-ce que toi, dans l'exercice de ton métier, ça change et tu l'utilises? Si oui, comment? Et est-ce que ça a d'autres impacts dans la manière dont tu interagis avec tes clients de contact, voilà? En- Moi, je m'occupe de ce qui se passe dans une salle de réunion. Par définition, c'est peut-être l'un des espaces où l'IA n'est pas là. En revanche, je peux pas faire comme elle n'existait pas dans le sens où, dans tout le travail préparatoire, en revanche, elle est devenue omniprésente. OK. C'est-à-dire que, les cabinets de conseil ou en matière de fusion-acquisition, par exemple, vous savez que, vous rachetez une société, l'intelligence artificielle générative va analyser avec beaucoup plus de rapidité et parfois de précision et en un temps record, les données d'une entreprise par rapport à une armée de paralegals, de jeunes stagiaires, et cetera. On a peut-être un peu plus l'assurance qu'elle ne passera pas à côté de quelque chose. Ça, c'est fondamental. Et donc, c'est ça. En fait, plus on est préparé, mieux on connaît les faits, plus les argumentaires seront ciselés et vont vous aider à avoir les meilleures décisions. Enfin, sous réserve d'avoir une certaine clarté d'esprit, en gros. Mmh. Voilà. OK. C'est-à-dire que une entreprise peut vous donner des go. Ça ne vous empêchera jamais de prendre une mauvaise décision. Vous voyez ce que je veux dire? Mmh. C'est-à-dire que l'entreprise peut dire, là, enfin, pardon, l'IA peut dire, à bout d'un moment donné, là, je crois que c'est pas mal, là, il y a tel voyant qui est vert, tel voyant qui est allumé, mais il peut y avoir tout un tas de biais qui vont intervenir chez la personne qui va prendre la décision, en disant, il y a un biais du survivant, etc. Ou là, j'ai peut-être vu quelque chose que personne n'a vu, etc. etc. Ça reste fondamental. Donc, pour moi personnellement, bon, évidemment, je mets de côté tout ce qui est automatisation de tâches, CRM, Mmh. Oui, des choses très chronophages sans valeur ajoutée voilà, comme c'est ça, mais ça fait quand même du gain de temps par ailleurs. Ça, j'enlève parce que c'est des choses que tout le monde connaît, que tout le monde utilise dans la vie de tous les jours. En revanche, je trouve que dans mon métier, ça, j'essaie toujours de ne pas avoir ce biais de dire
je suis irremplaçable, mais ce que je crois fondamentalement, c'est que ça donne peut-être de nouveaux espaces pour la parole. Parce qu'en fait, là où en fait, je vais pas là, pour le coup, je vais pas parler de moi, mais il y a quelque chose qui est intéressant et que je constate de plus en plus, c'est que, hem, quand vous faites des oraux pour des grandes écoles, quand vous faites des oraux pour, un entretien d'embauche, en fait, vous regardez les lettres de motivation, les CV, ils sont tous maintenant mais impeccables. Mmh. Les écrits, c'est les vous enseignez à la fac, c'est marrant, il y a plus de fautes d'orthographe et ils écrivent tous de la même manière. Marrant ça. Les personnes les dupe. L'oral, la mobilisation de connaissances en un temps record avec la machine imparfaite qui est dans notre tête, là, c'est là où on sait si une personne vraiment vaut quelque chose ou pas. Bah, c'est pareil en négociation, c'est pareil, c'est-à-dire que l'IA peut vous donner le meilleur rationnel. Le moment où on va créer le truc de confiance, on dit: «J'appuie sur le bouton ou pas», là, Mmh. pour l'instant, peut-être que dans 6 mois, il y aura un truc, génial qui va sortir. Pour l'instant, on n'y est pas encore Mmh. et donc pour l'instant, bah, l'épreuve de vérité, ça va peut-être devenir l'épreuve de l'oralité. OK. OK, très intéressant et si on prend justement cette dichotomie, logos, pathos, ethos. Alors sur le logos, je pense qu'il y a pas trop de débat et on se rend vite compte que justement avec, des faits qui sont ultra précis, on donne tout le contexte parfaitement et cetera. Assez vite, on va avoir le meilleur argumentaire possible Mmh. et potentiellement bien mieux que ce qu'aurait fait un humain. Peut-être qu'on peut parler un peu de l'éthos, c'est ce que tu en penses? Qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu à double tranchant. On peut avoir le côté, en fait, c'est une machine et du coup, je peux pas lui faire totalement confiance parce que, bah, on sait que les IA génératives notamment, elles sont pas forcément, bah, hyper fiables aussi, qu'il y a plein d'erreurs, que donc, il y a quand même ce travail de, OK, elle parle entre guillemets d'un Mmh. point de vue dont il faut que je me méfie aussi, Mmh. et à l'inverse, peut-être que dans 15, 20, 50 ans, en fait, la machine sera ultra fiable et ça sera un ethos ultra solide, en fait. On pourra se dire: «Ça vient de la machine, Ouais. donc c'est fiable». Bah, c'est déjà, je pense que ce débat, on l'a déjà plus ou moins maintenant, en fait. Heu, il y a vraiment des personnes qui prennent les IA génératives comme parole d'évangile, hein, Vous allez sur Twitter, quelqu'un dit un truc, tout de suite, il y a quelqu'un qui va dire: «Grok, est-ce que c'est vrai?» Alors, évidemment, j'en reviens au point que tu as évoqué, c'est que les IA peuvent se tromper, les IA génératives peuvent être manipulées. Je prends l'exemple de Grok avec Musk qui utilise ça comme un déversoir, Mmh. pipeline d'idées d'extrême droite. La question, c'est, effectivement, est-ce qu'on en fait un argument d'autorité? Mmh. C'est-à-dire, bonsoir, la machine l'a dit, heu, sachant que justement dans la notion d'argument d'autorité, c'est que, bah, parfois l'autorité se trompe, en fait. Mmh. L'autre aspect qui est un peu compliqué, c'est, bah, je prends l'analogie, enfin, c'est pas l'analogie pour le coup, c'est l'exemple de la médecine. Est-ce que ça vaudrait pas le coup, par exemple, de demander, de faire des diagnostics par IA? Et souvent on se dit: «Ouais, mais l'IA se trompe». Et la question c'est: est-ce que l'IA se trompe plus qu'un être humain? C'est ça qui est intéressant. J'ai vu passer justement un podcast de Laurent Alexandre, donc assez, qui peut être assez, clivant sur le sujet, mais en tout cas, ce qu'il avançait, c'est qu'on avait fait le test justement Mmh. et que de l'IA, sur ce test-là, il y a eu 85 de, résultats corrects, alors que Mmh. IA plus médecin, ça tombait à 70. Oui, Donc on parce que peut voilà. le biais, face à l'IA, on peut avoir 2 biais qui peuvent nous planter de manière différente. Le biais de confiance, de dire: «Ouais, mais enfin, si l'IA elle a dit, ça peut paraître, Ouais. c'est que c'est vrai». Et le biais de méfiance en se disant: «Non, mais l'IA s'est forcément trompée». D'ailleurs, ce qui est très drôle, je reprends l'exemple de Grok, c'est il y a rien de plus drôle quand il y a, quelqu'un d'un camp qui dit: «Est-ce que c'est vrai Grok?» Et quand Grok lui dit que c'est pas vrai, il s'énerve en disant: «Ah ouais, mais en fait, tu es manipulé». Alors voilà, c'est encore plus beau quelque part. Ouais. Heu, il y a des mécanismes, par exemple, de biais du survivant, où on se dit: «Mais peut-être que c'est moi qui ai raison contre tout le monde». Ça restera éternellement. Donc je pense qu'il faut connaître, vraiment à la perfection ses biais, ses propres biais pour être sûr de prendre les bonnes décisions. Je crois quand même, ça c'est intuitif, donc j'avoue, prenez avec des pincettes, que ça peut quand même être un outil assez fondamental d'esprit critique pourvu qu'on pose toujours les bonnes questions. Alors ça c'est le premier truc. Le 2e truc que j'ai envie de dire, c'est que finalement l'IA, ça relance le débat entre généralisation versus spécialisation.
Parce qu'en fait, par exemple, dans le biais de confiance de l'IA, je trouve qu'il y a toujours un truc qui est très utile, c'est quand on utilise l'IA dans des domaines qu'on connaît très, 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 très bien. Mmh. En droit, il dit beaucoup de conneries. Alors, pardon, je prends juste une IA, la plus connue, ChatGPT, même dans sa version professionnelle. Ce qui m'intéresse, c'est souvent, je dis, est-ce que même dans des domaines que je connais, moi, je suis par exemple hyper spécialiste en droit international privé, une discipline qui n'intéresse personne, que tout le monde trouve nulle. Et quand je lui demande, est-ce que tu peux me résumer ça à la truelle, genre simplement de vulgarisation, il fait des trucs pas mal. Quand je demande plus spécifiquement, il me cite des arrêts. Je peux lui dire, attends, Mmh. Mmh. tu peux vérifier? Je donne un exemple. C'est un jour, il me cite l'arrêt Kerviel de 2001. Je lui dis: «Alors là, tu es gentil, mais l'affaire Kerviel, c'est 2008, donc tu t'es trompé». Elle fait: «Ah oui, effectivement». Ouais, en fait, c'est Ouais. le problème de la confiance qu'on donne à la machine, c'est qu'en gros, on a l'impression que c'est un stagiaire génial qui arrive dans un super costume. Le mec est bon, il a pas besoin de se reposer et tout, mais de temps en temps, Il sait tu pas de et il temps en ment. temps, il dit de la merde et donc faut lui mettre une tatane de temps en temps. Mais en revanche, là encore, ce que je dis, c'est je ne sais pas quand est-ce que ce podcast sortira, mais imaginons qu'il sort en septembre 2025. Ce que je dis en septembre 2025 n'aura peut-être plus de sens, même en janvier 2026. Mmh. C'est-à-dire que, c'est non, faut vraiment avoir beaucoup d'humilité. Il y a 3 phrases dont je me méfie quand il s'agit d'IA. C'est 1, c'est: «Ça nous remplacera tous». 2, c'est de dire: «Ouais, mais en fait, ça ne me remplacera pas», et 3, c'est de dire: «Oui, mais ça, de toute façon, on n'y arrivera jamais». C'est-à-dire que, je suis c'est vertigineux de voir, par exemple, hem, les photos produites par IA en 2022 Ouais. ou même je me souviens, j'ai envoyé ça à mes frères et à mes sœurs en me moquant, en disant: «C'est mal fait, c'est moche, mais c'est super drôle». Maintenant, on fait: «Ouais, là, quand même, bon, commence à approcher d'un truc qui est pas mal». Ouais. En fait, ouais, ce côté ethos, faire confiance à l'IA, en effet, on se rend compte que déjà, il va y avoir plusieurs types d'IA et qu'en fonction, bah, ne serait-ce que de la plaque géographique où l'IA est née, bah, elle va parler d'un Mmh. ethos différent parce que les données qu'elle aura avalées, auront un biais différent, et cetera. Ah, Donc il y a un peu cette partie-là déjà et puis ensuite, il y a le côté, en fait, comment cette machine elle a été construite? Parce qu'en oui. effet, si on pose, à ChatGPT la question, du droit, il va se tromper plein de fois. Maintenant, imaginons une IA dans laquelle on a nourri tous les documents, les textes légaux et cetera et qu'on l'a ultra spécialisé, sur ce côté droit. Bon, l'erreur, elle existera toujours. De toute manière, c'est comme ça que ces modèles fonctionnent. Ils font ils devinent, les réponses les plus probables, mais ils font pas des choses, qui sont, fondamentalement, correctes. Donc il y aura toujours cette erreur, mais peut-être que cette erreur, maintenant avec les années, peut-être que dans 25, 30, 35 ans, en fait, on va réussir à réduire ce truc-là au maximum et qu'on aura des choses qui seront probablement plus justes. Mais Mmh. donc en effet, je retiens ce que tu dis sur la partie ethos. Au final, peut-être même qu'avec le même contexte, les mêmes, paramètres et les mêmes données, si on fait parler de 2 IA qui ont été entraînées, une par les États-Unis, l'autre par la Chine, quand elles vont analyser le même problème, elles n'auront pas le même argumentaire, elles n'auront Mmh. pas la même intelligence qui est derrière. Oui, c'est-à-dire qu'on oublie que ça reste des machines construites par l'homme. C'est-à-dire qu'elles font peut-être, je vais prendre un exemple très précis dans quelques secondes. Elles font peut-être les choses plus rapidement qu'un homme, peut-être mieux qu'un homme, enfin, elles réfléchissent comme un être humain. Je prends un exemple typique. Alors là, pour le coup, je me suis rendu compte que je dis «homme» et pas «humain». Le but, c'est justement, c'est pas d'exclure les femmes, mais je vais prendre un univers qui est très masculin, c'est les bots de trading. OK. C'est-à-dire que ça fait depuis on n'a pas attendu que l'IA soit dans nos vies quotidiennes pour que les traders s'intéressent à la question de savoir comment on peut faire des machines pour prendre en une décision record la bonne décision pour acheter, en fonction, vous savez, des Ouais. fameuses courbes, des zones d'achat, des zones de vente et puis en fonction des réactions du marché. Heu, par exemple, quand Trump a lancé sa guerre commerciale, qu'est-ce qui s'est passé? Les robots de trading se sont dit: «Guerre commerciale égale pas bon égale faut vendre». Le problème, c'est quoi? C'est que les robots, finalement, ont une réaction de panique. Trump a dit: «Allez, je mets un truc de 500 sur la Chine». Tous les ordinateurs ont vendu en même temps et les ordinateurs donc créent une cascade de ventes qui est Mmh. monstrueuse, Qui font plonger le marché. qui font plonger le marché. Mais en fait, quand on y réfléchit 30 secondes, les machines n'ont pas réfléchi mieux qu'un humain. Elles ont réfléchi comme un humain, avec la peur de perdre, Mmh. mais plus rapidement. Ouais. C'est comment Avec on a un effet conditionné. d'échelle du coup. Avec un effet d'échelle. C'est juste que, en fait, on a construit ce robot en se disant: «Peut-être que parfois, quand on gagne la microseconde de décision, bah, ça peut faire la différence entre 1 million de dollars gagnés ou 1 million de dollars perdus». Bah, là, le problème, c'est quand toutes les machines sont bien sophistiquées et que, Trump fait une erreur,
hop, ça crée une catastrophe. Alors qu'en fait, maintenant, ce qui est rigolo, c'est que comme les humains ont pris le dessus, les humains ont compris les biais de raisonnement, les biais d'analyse du monde et sont arrivés à la règle TACO. C'est en gros, c'est Trump's always chicken out. C'est en gros, il finit toujours par revenir sur sa décision. Donc, les gens ont compris quoi? C'est que maintenant, quand il annonce un truc, la bourse bouge pas Mmh. trop, et parce qu'on sait qu'il va revenir sur sa décision et on ramasse la mise après. Donc, OK. c'est ça. Hem, Si on se projette justement dans ce monde où, imaginons les machines deviennent excellentes pour négocier, heu, est-ce qu'à un moment donné, est-ce que c'est, alors j'essaie de bien formuler la question. Est-ce que Mmh. ça serait intéressant d'exclure complètement le pathos de la négociation? Dans un monde où les machines peuvent le faire de manière ultra rationnelle avec la bonne décision, est-ce que c'est préférable? Ou en tout cas, est-ce que ça serait intéressant d'avoir un monde où l'humain n'intervient plus? Mmh. Bah, bon, déjà, je m'exclus de la conversation dans le sens où la question, c'est à savoir, il faut inventer un mode pour que je, continue absolument de bosser. Ça, c'est déjà ça, on s'en fiche complètement. Oui, c'est pas Non, mais c'est vrai, c'est pas le sujet. parce que ce monde, je pense qu'il potentiellement, il pourrait arriver, mais dans plusieurs dizaines d'années. Mais, c'est dans Bah, cette forme de projection non, que j'ai mais envie qu'on aille. parce qu'à partir de ce moment-là, si il existait une machine parfaite qui permet de résoudre tous les conflits, la faim dans le monde, la paix Mmh. entre les peuples, oui, il faudrait la faire. Il y a pas de rationnel pour empêcher ça. Malheureusement, j'ai du mal à le conceptualiser parce que parfois, c'est tout simplement un conflit de loyauté, un conflit de principes qui empêche la prise d'une décision. Je veux dire, c'est ce qui est ce qui est très intéressant, c'est que souvent on me dit: «Mais est-ce que l'IA peut être remplacée par des avocats?» J'ai toujours envie de répondre: «Pourquoi on ne réfléchit pas tout d'abord à remplacer les juges par des IA?» Bah, c'est tout simplement parce que, par exemple, en matière pénale, au-delà de la question démocratique qui fait que comme la loi, c'est comme l'expression de la volonté générale, il faut que ça soit des juges humains qui la résolvent, enfin qui la rendent, pardon. Il y a quand même un truc qui est fondamental, c'est que vous pouvez avoir 2 rationnels qui se télescopent, c'est le pathos qui va rentrer en ligne de compte. C'est en gros, par exemple, dire qu'une personne est coupable, ça peut être une chose, mais dire, à partir de quelle peine on considère qu'il y a une capacité de rédemption, une capacité de réinsertion et dans le même temps la société est suffisamment protégée. Là, pour trouver cet équilibre, l'IA, il peut donner une estimation. En fait, l'IA, elle est pas responsable, quoi. Vous savez, heu, je vais prendre l'image et tu vas peut-être comprendre, mais il y a une différence fondamentale entre trouver la bonne décision et l'annoncer. Trouver la bonne décision et l'exécuter. C'est par exemple pour ça que je trouve en termes de biais de comportement, et d'analyse et de réception, il y a toujours cette différence fondamentale entre, hem, ce que l'opinion publique exprime, par exemple, sur la loi sur l'euthanasie. On a quand même 90 de gens qui sont pour et un corps médical qui est plus réservé. Pourquoi? Parce qu'on voit pas les mêmes choses quand on est celui qui doit appuyer sur la seringue que quand on est dans la personne qui dit: «Mais pourquoi vous faites pas ça? C'est évident qu'il faut faire ça». Ça devient moins évident. Donc à partir de là, j'ai tendance à dire que si c'était possible, ouais, il faudrait évidemment utiliser la machine qui, fait la paix entre les peuples. Je crois que le bateau restera toujours un élément Mmh. essentiel. Parce qu'aussi fondamentalement, beh, c'est quand je disais qu'on négociait avec des personnes et pas avec des fictions, bah, quand vous négociez avec la personne, si je reprends l'exemple de je te bombarde en poste chez Decathlon, je négocie avec toi, tu négocies aussi bien pour la boîte que pour toi-même. Bah, tu réfléchis pour ton avancement Mmh. et donc parfois tu vas dire: «Franchement, pour la boîte, ça serait mieux que, mais en fait, si je réagis ainsi, je serais moins utile pour la suite». En fait, le bateau sera toujours utile parce que les gens sont imparfaits. C'est ce que, Michel Crozier, sociologue, par exemple, appelle la maîtrise des zones d'incertitude. C'est les contremaîtres d'usine qui planquent les manuels des machines de peur qu'on leur prive de leur poste. À partir du moment où vous avez compris ça, vous pouvez utiliser des bons leviers de pathos. Ouais, c'est pas bien, c'est pas propre, c'est de la manipulation, mais bon, pour l'instant, les gens sont comme ça. Donc, c'est de OK, la réponse pas très morale, mais voilà. OK. Donc si je fais la synthèse de tout ce qu'on s'est dit sur la partie, IA et négociation, j'ai l'impression dans tout ce que tu nous dis, il y a le côté, heu, finalement, un au final, la négociation, c'est encore aujourd'hui un truc d'humain
et l'IA peut être utilisée en amont, a posteriori, et cetera, mais il y a quelque chose qui se joue en personne dans la rhétorique et Mmh. c'est une affaire d'humain, finalement, de négocier, de prendre des décisions, de faire société, donc c'est important que ça reste fondamentalement humain, et que aussi ce qui est intéressant, c'est que le pathos, ce que tu me dis, c'est que peut-être que c'est à la fin, l'humain, il est capable aussi de prendre une décision qui peut être la bonne, qui n'a rien de rationnel, ou qui Mmh. a rien de j'ai vu que tu avais écrit un peu là-dessus, mais c'est peut-être aussi ça qui est fondamental et qui fait, l'humanité, c'est la capacité à agir, contre toute raison et quand même, faire, Bah, je prends un ex en fait, il y a quelque chose qui m'intéresse, autant que ça me désole ou terrorise, enfin, me rassure, on n'en sait rien. Je c'est pas que pour la formule, mais en gros, ce qui est contre-intuitif, c'est que normalement avec l'IA, on devrait actuellement prendre les meilleures décisions possibles. Je veux dire, on met toutes les données, si on demande à l'IA: «Est-ce qu'il vaut mieux agir contre le réchauffement climatique ou pas?» il vous répondrait: «Ouais, il faut quand même plutôt le faire là, je me suis englouti le rapport du GIEC que personne n'a jamais lu mmh, en 1 seconde 30 et je peux dire: "Ouais, c'est quand même, faut faire des trucs"». Mais le problème, c'est qu'on le fait pas. Et en fait, on n'a jamais eu autant d'outils pour prendre des bonnes décisions, on prend les mauvaises. C'est-à-dire que on je rappelle, je sais que je l'ai cité 3 fois, mais c'est ce qui restera fondamentalement et de manière vertigineuse comme un truc incroyable, c'est une 2e élection de Trump alors qu'il y a déjà eu un 1er mandat. C'est-à-dire que c'est pas comme en 2016 où le mec arrive en disant: «Je chamboule tout, message anti-élite, super bien joué d'un point de vue, politique» et puis avec le coup de bol que Hillary Clinton en face était pas dans un bon jour en gros. Là, c'est quand même eu 4 ans d'expérience, on a dit peu concluant, on retente. Ouais, c'est en fait, on a et pas pourquoi? Parce que et là je reviens à ce que par exemple Michael Moore disait sur une élection, c'est qu'on le veuille ou non, pour le meilleur et pour le pire, on est seul face à l'isoloir, il y a pas de caméra, personne ne peut vous juger. On peut agir avec son cœur, on peut agir avec la raison, on peut agir avec ses tripes. Il y a aucune caméra de surveillance pour juger le moment de dire: «Qu'est-ce qui se passerait si?» Et si ma seule motivation quand je vote, c'est d'imaginer la gueule du journaliste, le moment où il va annoncer les résultats, si c'est ce petit plaisir et si je le paye pendant 4 ans parce que j'avais pas prévu qu'en fait, quand on augmentait les droits de douane, bah, ça allait peut-être coûter ma place à l'usine, c'est pas grave. J'ai pas à me justifier. L'IA aura toujours du mal dans les situations où on n'a pas à se justifier, en fait. ouais. Essayer de rentrer dans la dernière partie de ce podcast, où l'idée, c'est essayer de, finalement donner des clés à ceux qui, ont envie d'être meilleurs en négociation, d'être meilleurs en rhétorique, donc à leur niveau. Peut-être une première question, c'est quoi les erreurs courantes? Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais en négociation ou dans une conversation difficile au quotidien avec son partenaire, avec son boss, avec des collègues? Alors, la première erreur, c'est un manque de préparation et manque de préparation en équipe parce que souvent la négociation, on la fait pas seul. Il peut y avoir un manque de clarté dans les objectifs qui sont transmis par vos supérieurs. Quand vous négociez à 2, vous avez un manque de travail sur qui fait quoi, qui va avancer tel argument. Un truc très bête, mais vraiment bête comme chou. Vous négociez à 2, vous dites un truc, votre collègue fait une moue sursaute. Moi, je suis en face, il y a rien qui me fait plus plaisir de dire: «Bah, vous dites ça, mais votre collègue a pas l'air d'être, d'accord». Parce que si on sème la zizanie dans le groupe, ça a rien à voir avec du fond de la raison, hein. C'est peut-être juste, ça se trouve, il pense à un dîner le soir, mais vous faites douter les 2, c'est bon. C'est-à-dire manque de préparation. Manque de clarté sur les objectifs, encore une fois. Ça, je pense que beaucoup de personnes confondent la position et ce dont ils pourraient réellement avoir besoin. Et la manière d'interroger aussi ces biais de raisonnement, c'est de se dire, qu'il ne faut pas mesurer le succès d'une négociation par rapport au chemin qui serait parcouru. Ça reste aussi très important. C'est-à-dire que, c'est quand vous avez, quand vous faites par exemple une, bon, quand vous faites une négociation, type marché public, évidemment la question c'est, si vous pricez bas, vous allez gagner le marché, c'est vrai. Mais en fait, vous allez vous rendre compte au bout de 2 3 ans que, ah non mais en fait on a très mal évalué les trucs et donc vous allez devoir demander des rallonges. Sauf qu'au bout d'un moment donné, les gens en face vont vous dire: «Bah ouais, mais vous êtes gentil, mais on ne peut pas faire ça quoi, éternellement». Donc ils doivent résilier le contrat, il fait un nouvel appel d'offres et cetera. Tout le monde y perd. Ça, c'est on a mal défini ce qui est le départ parce qu'on s'est dit: «L'objectif à court terme, c'est de gagner le contrat», alors qu'en fait l'objectif à long terme, c'est de gagner le contrat et que ça se passe bien pour notre image. Donc ça, c'est problème de préparation.
Heu, il y a aussi maintenant dans l'exécution, c'est de réfléchir à son rôle. Ça, c'est aussi fondamental. Il y a beaucoup de négociations, par exemple, je pense en matière syndicale, où la position la plus difficile, par exemple, quand on est responsable des ressources humaines et qu'on doit défendre un point de vue devant des organisations syndicales, que ce soit en CSE ou que ce soit dans des négociations annuelles obligatoires, bah, en fait, c'est la personne ou le syndicaliste va vous dire: «Ouais, mais ça, vous défendez ça, mais vous y croyez même pas vous-même, vous dites ça parce qu'on vous a demandé de le dire». C'est le moment où on va créer ce jeu d'étau, sur l'idée sur laquelle, en fait, au fond, vous êtes une bonne personne, mais vous pouvez pas croire ce que vous dites. Et là, en fait, réfléchir à son rôle, c'est juste de trouver son point d'équilibre où quoi qu'il arrive, je vais pouvoir dire: «Non, non, mais c'est là, je vois votre truc, je le dénonce, je veux bien essayer, mais ça marcherait pas. Mais en fait, je vous dis ça parce que c'est la seule solution possible». C'est d'apprendre à se blinder, en fait. C'est d'essayer de dire qu'on défend des choses parce qu'en fait, quand on y réfléchit, il y a pas 36 solutions possibles, ça peut être que celle-là. Et donc on se construit un schéma mental et on finit par y croire. Donc ça, c'est je résume les 2 erreurs principales et donc du coup, par conséquent, les 2 chemins qui, pour moi, sont les plus fondamentaux. Il y en a plein, c'est-à-dire trouver son bon argument, trouver son ton juste, soigner son non-verbal qui est quand même essentiel dans une négociation et il y a un point sur lequel je suis très sensible, c'est par exemple bien comprendre la notion d'assertivité. Parce que ça, je pense qu'il y a, à mon sens, une des méconceptions de l'assertivité, c'est-à-dire qu'on vous dit tout souvent qu'il faut être poker face, en fait. Et en fait, ça, je pense que c'est une mauvaise manière de voir les choses parce que, la vraie assertivité, c'est savoir montrer toute sa palette d'émotions possibles, sauf la peur. Parce que si on montre que vous avez la pétoche et là, on va vous foncer, ouais, vous êtes mort. Mais c'est parfois de savoir montrer un peu d'humour, de détachement, d'agacement, de jouer sur les contrepoints, de faire des mots démonstratifs. Là, par exemple, un truc, on s'est dit en off, un réflexe social génial qu'on a tous, c'est de dire oui de la tête. Alors bon, je fais beaucoup de média training aussi, et beaucoup de simulations, de crise, ou par exemple dans négociations syndicales. Bon, c'est hyper drôle quand on a un dirigeant d'entreprise, on l'insulte, on dit, «Vous êtes vendu, vous voulez tuer des gens, vous allez licencier des gens, vous allez créer des divorces, des suicides», les gens font ça. Et ça, je leur dis: «Oui, oui, vous voyez ce que ça donne à l'écran?» Et donc imaginez maintenant, vous êtes devant 50, syndicalistes échaudés et vous dites: «Ouais, je suis content que vous soyez», ça marche pas. Ouais. Mais souvent parce que c'est l'assertivité, si on vous dit, «Restez bien ancré, posture, droit» et en fait, on a l'impression de vous donner un robot. En fait, non, pas comme Mmh. ça qu'il faut faire. Donc voilà, ça répond bon, il y a plein d'autres trucs, hein, mais voilà, c'est les essentiels pour moi, c'est ça. OK, et donc j'ai l'impression qu'il y a cette dimension finalement d'être sûr de soi, de confiance en soi aussi. Est-ce qu'il y a un travail nécessaire sur soi-même, pour être un bon négociateur? Parce que justement on connaît ses imperfections, on sait là où ça peut faire mal et il y a un peu un principe de réalité avec soi-même aussi. Oui, je sais pas si on peut appeler ça de la confiance, de la légitimité, le plus important, c'est, au-delà de la confiance, c'est d'avoir véritablement conscience que pour beaucoup de personnes qui sont des animaux à sang froid, un peu, vous savez, c'est le gros mec, le vieux de la vieille qui dit: «Je vais vous dire ce que c'est que le métier», en gros, qui va jouer sur le doute, sur la légitimité. C'est d'avoir conscience qu'en fait, c'est un jeu où on va essayer de vous faire douter de vous-même, essayer de vous faire culpabiliser et à partir du moment où on l'intègre dans notre logiciel et bien tout de suite, on peut se dire: «Non mais en fait, je vois très bien ce qu'il essaye de faire. Il essaye de faire le gros contre le petit, le vieux contre le jeune, le di le grand patron contre le petit salarié». En gros, c'est d'essayer d'évoluer sur des schémas, mais qui sont hyper connus. Le problème, c'est qu'ils marchent d'habitude super bien, donc je vais le voir. Alors, truc vieux comme le monde, c'est la négociation «truquée» entre guillemets, où il y a un bon et un mauvais flic. Mmh. Bah, qu'est-ce qu'on fait face à ça? On dit, déjà on le voit et au lieu de subir, on dit: «Bah, bon là, je peux me tromper mais je crois que vous faites le coup du bon et du méchant flic. Il y a mieux, il Et y a bien». ça, en faisant ça, on sème le doute en face sur la stratégie et Pas que, c'est on sape, enfin ça on ouais. sème le doute et les gens vont se dire: «Tiens, c'est marrant, c'est pas comme d'habitude». Déjà, ils vont vous donner un crédit et il y a un truc en fait qui c'est comme la prise de parole, c'est il y a je aussi contre-intuitif que ça puisse paraître, personne n'a intérêt à ce que ça se passe mal. Même votre ennemi, vous avez envie qu'il soit bon.
Parce qu'en fait, il y a aucun intérêt à aller voir ses supérieurs en disant: «J'ai super bien négocié, le mec s'est décomposé, il a chialé, en gros, bah, oui, mais tu as battu un enfant de 6 ans, bah, c'est pas glorieux, quoi». En revanche, si le mec est bon, en disant: «Là, il était retors, j'ai réussi à trouver un truc, j'ai fini par lui faire admettre que», là, tout d'un coup, on se valorise vis-à-vis des autres. Donc personne n'a intérêt à être mauvais. Ouais. Personne n'a intérêt à ce que ça soit mauvais, en fait, au fond. Donc c'est aussi c'est aussi là où, la confiance, la légitimité, le côté réparti, bah, je vais pas vous dire que c'est pas important, quoi. Ouais, ouais. C'est marrant parce que moi, du coup, ce côté-là, moi qui j'ai eu des problèmes de prise de parole en public pendant quelques années où ça a été très difficile pour moi, je connaissais un peu ce Mmh. tips et en fait, ça me mettait une pression supplémentaire de me dire: «Tout le monde attend que ça se passe bien» et du coup, c'est une pression de Ouais, mais c'est plus. pas la même chose. C'est pas la même chose. Ouais. Non, parce que c'est pas la même chose, sinon si on se met une pression en disant c'est heu, on revit les examens d'école là. Mmh. Là, la question c'est différente, en fait, c'est à partir du moment où personne n'intéresse que ça se passe mal, c'est le paradigme est différent. C'est pas par rapport à moi-même, c'est en fait, j'y gagne à être plus méchant. Mmh. Il y a dans la prise de parole, qui c'est là où la différence avec la négociation. Méchant, on se comprend, hein, mais c'est là où la différence entre la négociation et la prise de parole, c'est que, quand on la prise de parole, il y a le côté un peu exposé, donc quand on dit: «Il faut que ça se passe bien», c'est qu'il faut être brillant, il faut être gentil, il faut être conciliant, il faut bien amener ses arguments. En négociation, en fait, on peut avoir l'adversaire peut avoir intérêt à ce qu'on le bouscule. La confrontation Mmh. peut être bénéfique. Quand je dis confrontation, c'est pas hurler dessus en disant: tu un pauvre type, machin». Mais par exemple, si vous dites: «Là, en revanche, quand vous me fixez ce critère-là pour, fixer le prix, il y a aucun scénario où ça me paraît justifié». Si vous ne trouverez pas un tribunal qui dira que, là, c'est que vous êtes dans la confrontation sans être dans, l'ad hominem, c'est de l'ad rem pour le coup, c'est au cœur des choses. Enfin, ça reste quand même bénéfique. Est-ce qu'il y a des certains de tes clients ou de tes élèves, où il y a le côté, peur de la confrontation justement? Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est Mmh. très dur pour beaucoup de monde, juste d'avoir une situation où les gens n'ont pas d'accord. Il y a beaucoup de gens qui sont mal à l'aise avec ça, en Ah fait. mais moi je déteste le conflit, je trouve ça insupportable. C'est il y a des gens qui sont pathologiques là-dedans, qui sont, bah, il y a une maladie psychiatrique qui s'appelle c'est le quérulent processif, c'est le type qui veut faire tout le temps des procès. Ça existe, hein, des gens comme ça. Moi, j'en fais pas partie, je déteste le conflit. C'est-à-dire que moi par exemple, je fais pas le coup de la personne qui dit: Je suis un timide, machin, qui a réussi à réconcilier avec la parole». Je pense pas avoir été particulièrement timide. En revanche, je déteste le conflit, ce qui est vraiment un truc différent. Et évidemment, il y a aussi tout ce biais de construction sociale. C'est exactement comme avec la parole, c'est on vous forme à l'écrit alors que beaucoup de choses se jouent à l'oral et on vous enseigne l'idée que faut pas faire de vagues, faut pas trop exiger, faut se contenter c'est pas faut se contenter de ce qu'on a, mais Mmh. tous ces discours un peu, vous savez, de sacrifice et on n'ose pas. Et en fait, si on n'ose pas demander, bah, on a c'est pas une sous-vie, mais on a parfois une vie qui est pas exactement à la hauteur de ce qu'on devrait être. C'est l'un des problèmes avec les bas salaires en France, c'est aussi lié au fait que les gens osent pas négocier. C'est vrai. C'est-à-dire que l'une des le i que l'État ait son mot à dire dans la fixation des salaires par le SMIC, c'est un fait, mais l'un des moyens aussi d'avoir une meilleure rémunération, c'est de demander et Mmh. souvent on se cache derrière cette, possibilité, légale, donc on se dit: «Bah, peut-être qu'un jour on gagnera les élections et hop, on aura plus d'argent», alors qu'on peut aussi déjà le faire par soi-même. Mais on n'a tellement pas été habitué à demander, on a tellement peur de la confrontation et encore le biais c'est: «J'ai peur de perdre mon travail parce que», qu'on n'ose pas le faire. Ouais. Est-ce que tu as des, lectures, des références que tu recommanderais, pour, quelqu'un qui veut maîtriser l'art de la rhétorique, progresser, en négociation et cetera? Non, 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 c'est pas de la provocation. Enfin si, pardon, c'est de la provocation en disant ça évidemment. Ce que je veux dire par là, c'est que je vais évidemment vous transmettre donner des noms de bouquins, il y a pas de problème, mais c'est comme si, tu me disais, «Je veux devenir un super chanteur, est-ce que tu as des livres à me conseiller?» Bah, en fait, c'est pas comme ça qu'on va faire. C'est très bien, on peut apprendre le solfège, c'est d'ailleurs très important, mais tu vas pas devenir Pavarotti comme ça. Pavarotti savait pas lire une partition, ça l'a pas empêché d'être un super chanteur. Hem, il y a des livres qui sont très importants, je conseille vraiment les ouvrages qui ont été faits par Fischer et Ury sur l'art de négocier avec des gens difficiles parce qu'ils vont vous donner une nouvelle vision de la négociation.
sur l'approche stratégique de la négociation raisonnée. Je vous demande juste de les lire, mais aussi avec cette dimension, peut-être, là, c'est très personnel, donc franchement, vous avez le droit de mettre ça à la poubelle si ça ne vous intéresse pas, ce que je veux dire. Mais il y a une dimension parfois idéologique aussi dans la négociation raisonnée, c'est-à-dire qu'on part du principe que l'homme est bon et que fondamentalement, il a envie que ça se passe bien. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est il faut lire les ouvrages sur la négociation raisonnée, tout en n'oubliant pas que la négociation de position à l'ancienne existe. Et malheureusement, elle revient en force. Je vais vous donner un exemple pour terminer. Je pense que le meilleur moyen de se former à la négociation, c'est de s'intéresser au monde, s'intéresser aux mécanismes, regarder, faire de l'observation sans cesse. Voilà, regarder les films, regarder par exemple comment un négociateur du FBI, pourquoi on adore les regarder dans les films, parce qu'en fait, ils font des négociations raisonnées, c'est-à-dire qu'ils ne disent pas aux preneurs d'otages, t'es entouré de flics, on va te tuer, parce que vous savez que là, ça va pas aller par là. C'est on dit, ok, t'es dans cette situation, t'as 10 otages, très bien. Tu as vraiment besoin de 10 otages? Est-ce que tu peux pas libérer les enfants et les vieillards parce que tu sais qu'à un bout d'un moment donné, on dit des critères objectifs pour leur expliquer que enfant vieillard, c'est pas bon. Bon, il a plus que 5 otages. OK. Bon, 5 otages. Là, tu as une femme, elle se sent pas très bien. Franchement, à un moment donné, elle va faire un malaise. Bon, elles sont plus que 4. Et en fait, petit à petit, à la fin, ils sont plus qu'un et on lui dit quoi quand il y a plus qu'un otage? C'est bon, écoute, là, franchement, tu as été super coopératif. Franchement, le juge, il va voir ça. Il va voir que tu avais 10 otages, tu n'en as plus qu'un. Il va comprendre. Et là, elle se dit, bon, bah, ok, d'accord. C'est dans mon intérêt, j'ai fait les 3 quarts du chemin, je peux faire le chemin. C'est de l'observation. Regardez aussi dans l'observation pourquoi certains prennent de mauvaises décisions. Autre exemple, regardez par exemple la réforme des retraites, c'est très intéressant, celle de 2023. Il y a une dimension qui est, c'est vraiment une digression de 2 minutes, mais vous allez voir comment l'observation, ça peut vous aider à devenir meilleur négociateur. En 2023, on a un truc qui s'appelle le COR qui dit, Conseil d'orientation des retraites, qui dit, c'est l'institution qui est censée nous dire s'il faut ou pas faire une réforme. Il dit dans une partie de la réforme, on va avoir un déficit très bientôt, et quelques pages plus loin, mais pour l'instant, ça va. En fait, c'est deux phrases qui sont un peu bizarres, mais bon. Et le gouvernement dit, bon, bah, on fait la réforme tout de suite. Et forcément, chacun, par des biais de cherry picking, prenait la partie du rapport qui l'intéressait. Et personne, à aucun moment donné, s'est dit, on va peut-être, on met en pause, on demande un deuxième avis, est-ce qu'il faut le faire ou pas, et après, on avise. Et puis au pire, c'est le mec du corps qui a redit n'importe quoi qui sera responsable. Personne n'a fait ça parce qu'en fait, parfois, le conflit est intéressant en soi. La négociation, le fait de faire plier l'adversaire est un objet politique en soi. Et je vous dis ça, je vais prendre notre histoire. Ce qu'on sait pas, enfin, ce qu'on sait peu, c'est que la réforme des retraites qui a permis de faire économiser le plus d'argent à notre système de finances publiques, c'est la réforme Touraine de 2013 faite par François Hollande. Mais pourquoi les gens ne le savent pas? Parce qu'il y a eu 0 heure de conflit. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est certains analystes qui disent avec un peu de malignité, c'est que quand on fait une réforme des retraites, on est content d'avoir les gens qui manifestent dans la rue parce que c'est toujours bien comme totem de dire, vous avez vu là, ils n'étaient pas contents, mais on les a fait plier. Sauf que le problème, c'est qu'on ne dit pas que pour mettre fin au conflit, si on a dû céder des trucs. Tandis qu'Hollande, il a fait vraiment de A à Z, négociation raisonnée, douce. On va pas parler d'âge de retraite parce que ça fait peur aux gens, on va parler de trimestre, ça fait moins peur. Ça a rallongé et au final, il a économisé beaucoup plus d'argent. 0 personne, 0 bénéfice politique. Mmh. Donc c'est pour ça, c'est l'observation pour moi, c'est la clé. Observer et oser. Et des livres, il y en a plein. Ouais. Mais c'est pas comme ça qu'on apprend. OK. Voilà. Super, merci beaucoup. Bah, merci. Où est-ce qu'on te retrouve? Donc tu as une newsletter, il me semble, aux questions? J'ai une newsletter qui est consacrée aux questions, aux techniques d'influence, aux techniques de persuasion qui sont dans l'air du temps. Donc ça va de Du tennis? ça va de la politique au sport, Ouais. les conférences de presse d'après-match, un endroit magnifique pour comprendre comment fonctionne la prise de parole. Donc vous pouvez me retrouver là, évidemment sur LinkedIn, dans les livres. J'en ai écrit, hein, vous avez vu, j'ai même pas fait la propre pub, mais livre sur la mauvaise foi, petit manuel de mauvaise foi, briller à l'oral pour les nuls, convaincre en 5 minutes par jour. Donc et des petits best-sellers, donc c'est très bien. Mes éditeurs sont très contents. Mais voilà, vous pouvez me retrouver là. Puis évidemment, si jamais vous avez n'importe quelle question sur l'oratoire qui vous passe par la tête, sur la négociation, si vous voulez aller plus loin, bah, moi je réponds à tout sur LinkedIn, donc n'hésitez pas.
Super. Bah, merci, Merci, Charles. Thomas. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à laisser 5 étoiles, à me dire ce que tu en as pensé en commentaire ou à le recommander, pourquoi pas, à un ami. Et moi, je te revois au prochain épisode. Salut!